on se retrouve exceptionnellement avec Damien Tarel, Gaël et Diego pour une émission incroyable. Alors c'est pas sorcier, hein, c'est spécial chevalerie. Avec tout ce que ça englobe, l'histoire, le commencement, la fin, etc. Avec aussi l'actualité dans tout ça, hein, pour en revenir à ce que ça a donné aujourd'hui, l'état de notre monde après cette épopée incroyable qu'a connue l'Europe, entre autres, vu que ça nous concerne nous principalement, même si on évoquera, enfin j'ai envie d'évoquer quelques pays lointains qui ont eu une ressemblance dans tout ça. En tout cas, bonsoir les gars, enfin bonjour, on est n'importe quand. En tout cas, salut tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Bonjour. Ils sont en forme. Oui, bonsoir. Salut. Diego est en train de se faire réanimer. Diego, essaye de ne pas mourir en direct, s'il te plaît. Hein, ça va, il y en a déjà eu assez en ce moment. Non, mais ça va, j'ai un bon cardio. J'ai arrêté de piquer par jour. Donc Il n'y a pas de strangulateur exogène. Non, voilà, normalement ça va, on est en bonne compagnie. Donc on va parler chevalerie, on va parler de défense, on va parler d'esprit, on va parler de la société, on va parler un petit peu de tout ça, centré sur la chevalerie, parce que Damien a des choses incroyables. Alors bien évidemment, pour ceux qui savent pas, si vous revenez du Togo, Damien Tarel est connu pour avoir soufflé Monsieur Macron, notre grand président qu'on adore ici, vu qu'on est très républicain, mais qui, je l'espère, dans le futur, sera connu pour ses futures activités qui commencent et qui, je l'espère, iront très loin. Donc juste avant de commencer, on fait bien évidemment la pub de Damien. Donc vous avez priorité le Patreon, aidez Damien à entreprendre ses projets, aidez-le à les financer, aidez-le à vivre, tout simplement. Vous le savez, hein, l'argent c'est le nerf de la guerre. Les chevaliers c'était pareil, fallait s'acheter son armure, fallait s'acheter son épée, etc. Ça coûtait bonbon, hein, encore aujourd'hui d'ailleurs. Quand vous regardez le prix d'une cotte de maille, encore aujourd'hui, avec tout notre savoir, ça fait peur, ça fait très peur. Il a une chaîne Twitch, il a un Insta, je vous montre ça en même temps. Il y a son Twitter, il y a sa chaîne YouTube. Regardez, vous avez plein de shorts sur des mouvements, des entraînements, etc. C'est excellentissime. Et bien évidemment, je le rappelle, le Patreon pour aider Damien dans ses projets. Allez-y. Il y a quoi sur le Patreon? Qu'est-ce que tu proposes dessus? Alors sur le Patreon, je propose une vidéo par mois d'entraînement. Où vous allez pouvoir apprendre en fait les bases des techniques de l'école que j'ai fondée et que j'ai fondée avec plusieurs personnes, dont Gaël, qui est l'école Lame de Vérité. Alors c'est un aphorisme, hein, c'est l'âme L''AME, où en fait c'est une méthode de combat, des techniques réelles des chevaliers de l'époque, hein, où on peut s'affronter en utilisant ces techniques de guerre, que ce soit dans le cadre de défense ou dans le cadre d'affrontements armés. Donc on va proposer des tutos pour tout ce qui va être des bricolages sur l'armure, sur l'équipement, comment créer sa structure, parce que c'est un truc qu'on m'a beaucoup demandé, hein. J'ai créé ce Patreon parce que j'ai été invité dans beaucoup d'événements et les gens voulaient savoir mais où est-ce qu'on peut apprendre, comment on peut apprendre ta méthode de combat. Je lui dis faut venir chez moi, mais bon moi je suis dans un trou paumé à Saint-Vallier, donc je me suis dit je vais leur faire une plateforme dédiée où ils pourront apprendre tout ça et donc monter leur propre structure dans leur région. Donc si vous voulez monter votre propre structure, il y a toutes les clés en main si vous voulez apprendre à faire ça. Les mouvements de base, les techniques de base, on fera aussi les techniques avancées, on peut faire un suivi personnalisé pour les abonnés supérieurs. Il y aura aussi des podcasts et des entraînements quotidiens pour ceux qui veulent se remettre en forme et qui n'ont pas forcément de partenaires, hein, qui veulent faire un entraînement quotidien de 10 ou de 10 minutes ou même 5 minutes. 5 minutes par jour, vous pouvez vous entraîner. Il y a plusieurs formats d'abonnement et il y en a même un qui est minimal à 5 € par mois où c'est vraiment pour me soutenir. Donc vous avez accès à la vidéo du mois gratuit avec ce format d'abonnement et puis vous me soutenez dans mon projet, vous me soutenez pour... C'est-à-dire, je suis sur liste noire là maintenant de toutes les agences intérim, hein, vous vous doutez bien, donc la vie elle est un peu compliquée pour moi. Oui. Donc si à un moment le geste que j'ai fait vous a plu, vous pouvez le rétribuer.
Vous pouvez m'aider à me soutenir dans mes projets qui sont personnels, mais aussi qui essayent de faire profiter à mon pays, on en reparlera, de l'importance de la violence, l'importance de se reviriliser et de faire la propagande de la chevalerie, quoi. Réinstaurer un peu la chevalerie en France. Peut-être que c'est quelque chose d'intéressant. Si ça vous intéresse, là, vous pouvez me soutenir pour même 5 € par mois. Et vous pouvez nous aider dans notre entreprise. Et voilà, ça évitera à Damien à la rentrée de se retrouver à ouvrir un OnlyFans. Il n'a pas Voilà. envie d'en arriver là. Il aimerait que c'est ça... simple. J'ai deux possibilités, faire la propagande de la chevalerie ou ouvrir un OnlyFans où tous les jours je claque une paire de fesses. Donc c'est à vous de choisir. Soit je deviens riche en claquant des fesses tous les jours, soit on réinstaure la chevalerie ensemble. Voilà. Moi, Damien, je peux te proposer quelque chose éventuellement. Tu t'es déjà Oula. attaqué au président et ça, c'est très glorieux. Peut-être t'en prendre à notre cher Premier ministre hein, et lui mettre un gros coup de boule, quoi. Ça peut être sympa. Je sais même plus qui est le Premier ministre aujourd'hui. Je ne suis plus les déboires de cette télé-réalité. Je ne suis pas si un Français. Je ne suis plus le stream République française. Ah ouais, non, mais plus personne ne suit. C'est pas très passionnant. C'est pas très Donc, passionnant. C'est le Gorafi J'ai qui vu, est le Premier ministre en ce moment. Ouais, c'est Gorafi, c'est incroyable. Damien Tarel qui... Vas-y. Ah mais c'est vrai, je me souviens, c'est notre bon homme enceint, comment il s'appelle François Bayrou. François Bayrou qui a plus trop une chaude d'être mis. Celui qui parle avec Henri IV. Oui. Il converge avec Henri IV, c'est magnifique. C'est voilà, Burger King, toute l'histoire, bon vous êtes au courant. Hein. Il est fort. Mais non, par contre, c'est vrai qu'il y avait notre bon Chibrit qui a repris le relais de la gifle à Macron. Et oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a un lien avec ça. Ouais, dans une visite diplomatique en plus. Donc, oui, un pays asiatique, il me semble magnifique. Pour avoir humilié la nation entière. Est-ce que là, il n'y a pas une humiliation de la nation entière? Est-ce qu'il n'y aurait pas une jurisprudence sur cette affaire-là? En tout cas, Chibrit n'a pas été inquiété de ce que j'ai entendu. Non, mais elle a rien du tout. Hein. Elle a beau le bifler et compagnie, elle s'en sort à chaque fois sans rien. C'est pas grave. Ouais, même devant tout le monde. Hein. Elle nous a humiliés. Moi, je me suis senti giflé personnellement quand Chibrit a giflé Macron. Et également, ouais. Également, donc on pourrait faire un collectif et porter plainte tous ensemble contre les violences exercées sur sur notre représentant. Tu devrais même être la tête de proue et tu devrais monter une association, je pense. Moi, je trouve, c'est parfait. je trouve ça bizarre que les féministes n'aient pas protesté parce qu'on a encore un homme violent en France et personne n'a rien dit. Voilà. Encore un homme violent qui bat son compagnon, sa compagne, on ne sait plus. Bon. On sait plus ce que c'est. Potentiellement, c'est potentiellement une agression transphobe. Une violence transphobique. Mais on s'y perd un petit peu quand même. Homophobique, je sais plus, c'est compliqué. Ouais. Ah oui, tout ça est flou. On est loin de l'esprit chevaleresque. On se garde. Dans l'ambiguïté, bon. Alors après cette intro, on va et ces présentations. Bon Gaël, veux-tu te présenter rapidement? Ouais, tout à fait. Moi, je suis, j'accompagne Damien dans son projet. Ça fait une paire d'années qu'on s'entraîne ensemble. Moi, je m'entraîne sur le combat féodal depuis 2017, donc bientôt 10 ans. Et j'ai croisé Damien un peu après le Covid. J'ai découvert sa méthode. Et disons que ça nous a rapprochés dans le sens où, j'ai ressenti quelque chose qui s'approche, à mon avis, du vrai combat. Et quelque part, ça a donné du sens à cette pratique en fait d'art martial. Cette intensité dans le combat, cette précision, ce danger, et un rapport à la violence que moi je cherche depuis des années, que j'ai connu dans le passé. Et je l'ai retrouvé avec Damien, et donc on échange très régulièrement. Par ailleurs, moi je suis assez impliqué dans le milieu de la reconstitution historique. Et donc ça se regroupe parfaitement. Je suis content d'accompagner le projet de Damien aussi sur sa méthode. Est-ce que tu as de publicité à faire pour quelque chose qui t'appartient ou quoi? Pas qui m'appartient, mais j'encourage tout le monde à rejoindre le Patreon de Damien sans problème. C'est bien que ça soit lui la tête de proue, mais effectivement on est quelques-uns à s'impliquer de près et de loin, et ça sert à rien de se disperser, il y a pas besoin de 1000 étendards, hein. Un seul étendard suffit. Mais par contre, on a besoin de pratiquants, on a besoin de gens qui peuvent s'entraîner avec nous régulièrement, mais aussi de gens qui peuvent essayer de reproduire ce modèle à d'autres endroits en France et pourquoi pas à l'étranger aussi. Donc la publicité, elle est vraiment sur le Patreon de Damien. Il y a la partie soutien, mais il y a également sur ce que les gens vont vivre à travers ça, c'est-à-dire qu'ils vont se retrouver face à eux-mêmes,
et sur un chemin en fait martial, sur la voie du guerrier. Et pour moi, c'est ça qui est important. Alors, les gars, est-ce qu'en quelques mots, vous pourriez, parce que là, on parle effectivement d'arts martiaux, mais c'est pas des arts martiaux tels qu'on peut penser, tels que le karaté, judo, jiu-jitsu ou que sais-je, hein. Les arts martiaux mixtes, Ouais. c'est quelque chose qui est beaucoup plus ancré au niveau historique. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu pour que les gens puissent comprendre quelle est votre particularité dans votre art martial et le décrire ce que c'est, ce que vous utilisez, si vous avez des armes ou pas, la manière dont... Tout à fait, ouais, je peux enchaîner si ça va tout le monde. Vas-y. On va parler. Alors, si on doit prendre un terme générique, si on doit mettre un titre, on va parler au départ d'AMHE, d'arts martiaux historiques européens, ou IMA en anglais. C'est un truc qui a une quinzaine d'années, avec qui se veut couvrir du combat qui va aller de l'Antiquité à la baïonnette française, on va dire début du XXe siècle. Et l'idée, c'est avec plusieurs sources historiques, que ce soit iconographie, que ce soit des manuscrits, des romans, des choses comme ça, d'aller chercher un peu les méthodes de combat, la pratique martiale à travers l'histoire, et puis de la reproduire, voilà, soit avec des simulateurs en plastique, parfois en mousse selon les armes, en métal, et de s'affronter, d'essayer de retrouver le geste historique en fait qui pouvait y avoir à l'époque. Historique et efficace, je crois. Et en fait, c'est là on rentre dans quelque chose qui est vachement complet, vachement complexe, c'est qu'il y a différentes pratiques, il y a différentes façons de pratiquer l'escrime, à proprement parler. Hein, l'escrime, ça va être un terme qui vient du Xe siècle. Escrémir, et qui voulait dire surtout se protéger. Et au début, quelqu'un qui se bat avec un bâton, c'est de l'escrime. Aujourd'hui, l'escrime, c'est uniquement l'épée, c'est olympique, etc. Donc il y a une façon de l'appréhender avec le jeu, il y a une façon de l'appréhender aussi d'un point de vue totalement létal, en fait, la recherche de la létalité, vaincre, tuer son adversaire, quoi. Donc effectivement, il y a des pratiques au sein des AMHE qui ont pour vocation de tuer des gens très rapidement, très efficacement. Alors voilà, là déjà on a dit un mot-clé qu'il fallait faire attention, mais... Ouais. Non, mais après c'est le propre des arts martiaux, Damien. C'est le propre des arts martiaux. Voilà, dans les arts martiaux, la finalité était de neutraliser, tuer l'adversaire, l'ennemi. Si je peux répondre aussi à ta question... Oui, déjà, j'aimerais préciser une chose, c'est quoi, derrière le Patreon, il y a toute une équipe, il n'y a pas que moi. Il y a Gaël évidemment, mais on a toute une équipe de reconstituteurs professionnels, on a des coachs sportifs, on a d'anciens militaires. Je suis très bien entouré, quoi, je suis pas tout seul. Donc sur tous ces sujets-là, hein, bien sûr, sur tout ce qui va être accompagnement sportif, nutrition, tout ça, on peut fournir les conseils. Et sur ta question, qu'est-ce qui différencie cet art martial par rapport aux autres arts martiaux? Par exemple, tu as pris comme exemple le karaté. Aujourd'hui, on parle beaucoup du MMA, le Mixed Martial Art. Oui. Déjà, il faut prendre conscience d'une chose, c'est que arts martiaux, sémantiquement, hein, c'est l'art de faire la guerre. L'art de faire la guerre, ce n'est pas un art désarmé. Hein. Un humain, quand il fait la guerre, on est doté de préhension. Hein. Quand vous voulez couper du bois, vous utilisez une hache. Quand vous voulez tailler la pierre, vous utilisez un burin. Quand vous voulez faucher le blé, vous utilisez une faux. Quand vous voulez vous battre, et là on parle de guerre, donc très souvent mettre ordre à nuire un adversaire, voire le tuer, l'humain il utilise une arme. Quand il utilise ses poings, quand il est à main nue, c'est une situation très anecdotique, très particulière, et catastrophique, ou alors de gentleman. Voilà. Ou alors, c'est un combat de gentleman. Après, si on est bien membré, on peut se passer d'une arme. Pardon ? Et après, le point, c'est de gentleman, mais que depuis François Ier. Hein, le pied-point, la boxe, la lutte, c'est quelque chose qui était vraiment réservé aux paysans, aux roturiers. Donc, potentiellement, même d'un point de vue de l'histoire, quand on est un homme éduqué et cultivé, on se sert d'une arme. Hein. En revanche, après, on reviendra là-dessus. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'après, on abordera une autre partie. C'est... Effectivement, il y a les deux aussi. C'est-à-dire que dans la Grèce antique, on pourra aborder la boxe, le pugilat, tout ça. Mais tout à fait, je veux dire, comme tu dis, Damien, c'est comme tu dis également Gaël, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on se retrouve, un guerrier n'a plus aucune arme, il est à main nue, c'est qu'il est vraiment dans une position la plus incommodante et la plus compliquée pour lui. C'est pour ça que on apprend quelques techniques déjà pour pouvoir s'en sortir et faire des désarmements éventuellement sur quelqu'un qui a une arme et nous on n'en a plus, mais c'est la pire des
c'est le pire moment, quoi. Je veux dire, vous Et puis, imaginez, vous êtes en train des de configurations. faire des configurations, tout à fait. Il y Vous a- êtes il y en a- train de poser certains, votre pêche, vous êtes en train de poser votre pêche, là il y a un mec qui arrive, malheureusement c'est des choses qui sont déjà arrivées. Hein. Bah, Je veux dire, c'est quand même, attends, on en rit, mais tu dis ça, mais il y en a qui ont trouvé des techniques parce qu'il y a eu un Marocain qui s'était fait arrêter par la police et qui avait sorti un couteau de ses fesses. oui, effectivement. Oui, Donc là, il y en a c'est- qui ont pallié à ce problème. Eh oui. Et même, vous voyez, c'est-à-dire que même un gars comme ça, il peut être armé alors qu'on n'a pas conscience. C'est ça. Et la question qu'on va souvent nous dire, oui, mais alors, moi, dans la rue, je n'ai pas mon épée. Je n'ai pas l'épée dans la rue. Je n'ai pas d'arme. Je n'ai pas d'arme. La vérité, c'est que vous êtes plus souvent, sans le savoir, et c'est ça aussi le travail du mental de guerrier, c'est penser l'arme. Vous êtes plus souvent dans des situations armées que des situations désarmées. Et c'est votre adversaire, par contre, vous le pensez très souvent dans des situations désarmées, alors que lui-même est armé. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Vous êtes souvent dans des situations armées. C'est-à-dire que autour de vous, regardez là, si vous êtes assis devant votre ordinateur, n'importe où, je ne sais pas, regardez autour de vous et imaginez tout ce qui peut servir d'arme, tout simplement par la force de l'appréhension. Mm. Et vous verrez que c'est déjà, vous avez conçu ça, vous avez passé un cap qui vous met au-dessus de la plupart des personnes. On a tous alors je sais pas si vous l'avez vu cette vidéo du jeune blondinet qui veut faire un tête-tête avec un chanceux. Vous l'avez vu? Vous voyez de quelle vidéo je fais référence? Il commence à se mettre en garde, commence à essayer de faire sa posture de boxe, et le chanceux, main dans la poche, sort un couteau et lui donne 2 coups de couteau au flanc. Ah oui. Bah, Ouais, oui, vous voyez ouais. cette scène-là, hein. Et ben ça, c'est très, Ouais. voilà, ça c'est le piège. Nous sommes dans un monde où la barbarie est de retour, où le combat presque de guerre, hein, le combat réel est de retour. On n'est plus dans le combat, voilà, de gentleman ou de Ou dans le ou duel, dans le ouais, le civilisé. duel avec des règles, on respecte les avec règles, on se voilà, bat, des règles avec respectées. honneur, La tout ça. guerre, c'est parfois l'absence de règles, et donc ça veut dire la Wow. présence d'une arme. Donc il faut vous aussi être prêt à utiliser une arme si nécessaire. Voilà. Ou au Appartement, moins à le regarde, concevoir et avoir cette synchro bras-jambes pour pouvoir utiliser une arme. Donc votre épée, vous ne l'avez pas, mais en fait elle est dans votre environnement, elle est de partout. Voilà. Une épée, Tout un à bâton, un magazine, on peut prendre une chaise, on va jeter quelque Bah, chose, s'enfuir. Exactement. Je tiens à préciser que nous, on travaille l'épée parce que c'est l'arme qui, par défaut, vous met le plus en sécurité. C'est l'arme optimale, hein, c'est l'arme à 2 mains. En plus, elle a un ancrage historique, donc on reviendra dessus, qui est très important parce qu'on ne fait pas que travailler la violence. Hein, il y a aussi un travail philosophique et historique derrière qui nous reconnecte avec nos ancêtres. Mais on travaille aussi d'autres armes, donc et aussi des armes courtes comme la dague et des armes plus longues comme la lance ou la schnoble. Donc qui sont voilà des armes qu'on peut retrouver un peu plus longues. Les enfants, eux, sont formés à l'épée bouclier. Et donc ça, c'est très très proche de tout ce qu'on va retrouver en ambidextrie, voire même en fait de la chaise. Hein. C'est ce que je dis à mes jeunes. Le bouclier, la chaise, c'est votre bouclier. Quelqu'un qui a un couteau, si vous avez une chaise, normalement, vous êtes en avantage. Exact. Voilà. Ça se passe pas comme dans l'école. Je recite encore des scènes de violence, mais il y a un individu qui s'était infiltré dans une école avec un couteau. Tout le monde était paralysé, personne ne vous vous rendez compte? À un contre, je sais combien ils étaient dans cette école, les surveillants? Peut-être Oui, alors il y avait au moins une centaine. Oui, d'accord. C'est-à-dire qu'à Au moins, 1 contre au moins 200, 30 ce gars-là met 200 personnes en déroute. Et là, il y a Et des gens parce avec qu'il y a- des chaises qui ne savent pas quoi faire, qui sont perdus, qui lancent leur chaise, qui lancent leur arme en fait, trébuchent et finissent poignardés par terre. Voilà, Oui, parce oui. qu'ils C'était n'ont un aucun professeur, appui, il me semble, aucune la vidéo à accoutumance à la laquelle tu fais violence. allusion, c'est un professeur. Oui, Et Ouais. malheureusement, si tu veux, ce qui est intéressant, c'est qu'il il prend cette chaise, mais il n'a pas conscience que cette chaise, en fait, il doit la garder et il doit surtout faire des mouvements, reculer, être mobile. Et à un moment donné, ben, il est figé, quoi. Et donc, je crois qu'il veut lui mettre un coup de chaise, mais soit il lui jette, ou soit le gars l'arrache. Et en plus, la pire des choses qui arrivent derrière, c'est qu'il trébuche, et ben là, c'est terminé. Mais je veux Ouais. dire, c'est pourquoi? Parce que les gens n'ont pas conscience. Ce qui est intéressant, ce que tu dis, Damien, moi, je viens de ce milieu-là. Bon, vous le savez, hein, on se connaît, mais je veux dire, il y a vraiment ce côté. Ce qui est important, c'est la mentalité et pouvoir analyser son environnement, savoir qu'on va être en danger à tout moment, quoi faire, quel que soit l'endroit, l'heure du jour, de la nuit, où que vous trouviez. C'est pas une paranoïa, mais il faut vraiment analyser son environnement. Il faut faire attention au moment où on peut se faire attaquer. Quand vous rentrez quelque part, les issues de secours, il y a tout ça à prendre en considération. C'est pas de la paranoïa,
mais c'est quelque chose, il faut penser maintenant comme ça. On vit dans un monde qui est de plus en plus dangereux. Beaucoup de gens sont vicieux et lâches. Si vous voyez quelqu'un qui a les mains dans les poches, vous voyez pas ses mains, partez du principe qu'il est armé, il a une arme. Mettez-vous déjà à distance. Et c'est fini les duels à l'épée, ça c'est chevaleresque, ça c'est bien français, c'est européen même on peut dire. C'est l'honneur, c'est la parole, le respect, c'est des valeurs qui sont occidentales, que les autres n'ont pas, et même les occidentaux maintenant certains ne l'ont pas parce qu'ils sont de plus en plus... Alors, je tiens à préciser aussi une chose. Tu dis, là, c'est les duels à l'épée, les valeurs chevaleresques. On va en reparler des valeurs chevaleresques, parce qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que là, la technique de combat qu'on travaille à l'époque, oui, il y a les valeurs chevaleresques, mais les techniques de combat qui sont présentes dans les manuscrits, il y a aussi des techniques de défense, c'est-à-dire de personnes qui se font poignarder assis à la messe, et comment se défendre d'un truc pareil. Parce qu'en fait, voilà, ça arrive aussi. Donc c'est des gens qui sont prêts à se battre pour l'honneur en duel, qui ont une certaine accoutumance à la violence, qui savent se comporter de manière honorable avec la violence, mais ils sont aussi prêts au pire. Donc il faut pas non plus fantasmer la chevalerie comme beaucoup de gens. Aujourd'hui, on en vient à un tel fantasme de la chevalerie qu'on en vient à une proposition non violente de la chevalerie, dire « Ah mais moi j'ai un esprit chevaleresque, je suis contre la violence ». Bon, c'est presque l'esprit moderne, vous voyez ce que je veux dire. Donc non, être capable de se défendre du pire, c'est aussi être capable d'honneur. Les deux sont pas incompatibles. Voilà. Oui, ça c'est important, enfin je rebondis là-dessus sur l'image autour du chevalier, un peu les fantasmes. C'est vrai qu'il y avait même à l'époque un idéal de la chevalerie, un chevalier idéal, mais c'est aussi ce qui nous a été transmis à travers l'histoire. Potentiellement, dans la réalité de l'époque, un chevalier, c'est aussi quelqu'un qui est quand même, on peut dire quelqu'un de brutal et assez préoccupé par ses propres intérêts. Ça, c'est on va dire le chevalier standard, et il y a eu tout un décorum culturel qui est notamment porté énormément par l'Église catholique à l'époque, qui permet de prendre ce gars-là, qui est un violent, qui s'entraîne 2 fois par jour, qui a dédié sa vie au combat et donc à la violence. Et heureusement, il a son décorum culturel à la fois dans sa famille, mais aussi dans son village, enfin dans toute sa communauté, pour l'amener vers l'Église, vers le Miles Christi, le militaire du Christ, et justement qui permet aussi de perpétuer cette culture occidentale. Et je reviens avec ce choc culturel qu'on revit aujourd'hui. Il est aussi vieux que la Grèce antique. Quand les Perses attaquent les Grecs sont des gens qui sont habitués à se battre régulièrement à travers les combats d'hoplites, donc se battre de manière aussi très codifiée, s'affronter, mais même tous les ans pour des histoires de terre, etc., mais avec quelque chose de très respecté. Ils rencontrent les Perses. Les Perses sont des fourbes, les contournent, leur tirent dessus depuis des chevaux, sont dans la fourberie, etc. Et il y a vraiment ça me rappelle certaines personnes actuellement, tu vois. Mais voilà, mais exactement. Enfin, et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand moi je vois toute une partie de gens qui vont soutenir tel ou tel coin du globe, etc., les gars, oubliez pas qui sont les Perses en fait. Qui sont les Perses. Et ces gens-là ont un code de l'honneur totalement différent du nôtre, quoi. Et donc, l'ancrage historique qui revient, et Damien en parle, c'est que malgré tout, même chez nous, s'est développé aussi la mesquinerie, des gens avec peu d'honneur, etc. Et on a la réponse de ça avec des maîtres d'armes, des spécialistes de ça qui ont entraîné justement les hommes, les guerriers, mais parfois même les femmes, à être capables de se défendre dans ces situations-là. Et c'est très intéressant dans le travail qu'on fait avec Damien, c'est que des fois, quelqu'un qui connaît pas, qui voit ça, il se dit « Ah, vous faites de l'aïkido ?» Pas du tout, non. On fait quelque chose qui est italien, qui vient de la fin du XIVe siècle, début du XVe siècle. Donc c'est plutôt l'aïkido, le japonais en gros, qui refait, qui s'est inspiré de ce que nous on faisait déjà en Europe. Tout à fait. Longtemps, tout à fait. Moi, je voulais juste te dire qu'il y a un homme qui a prouvé que Damien avait raison. C'est le chef d'entreprise à Montargis qui avait dégagé les émeutiers de chez lui à coups d'épée. Ça, c'était excellentissime. Cet homme avait tout compris. Voilà. Il avait une épée, il avait les émeutiers, et il a montré comment ça fonctionnait. Et le gars, il s'en est sorti tout seul. Voilà, tout seul face à plusieurs. Et je peux vous dire que ça devait pas être des enfants de cœur. Et voilà, le gars, il les a fait dégager. Donc ça fonctionne. Pour se défendre, ça marche très bien. Et je peux le lier du coup à pourquoi l'épée. Parce que ce gars-là, on en a tous entendu parler.
il les aurait chassés avec un vieux bâton. Bon, ça aurait été pareil pour lui. Mais le symbole de l'épée, c'est-à-dire que Ouais, c'est extraordinaire. est aussi très important. Faut pas oublier bon, que l'épée, évidemment, si vous êtes catholique, c'est aussi la croix du Christ. Faut pas l'oublier. Mais c'est le symbole du Bellator depuis les premières guerres. C'est-à-dire que on date les premières guerres à l'apparition des premières épées en bronze. Parce que l'épée, c'est un outil, donc comme je vous l'ai dit, qui n'a que d'autre but que de tuer un autre être humain, mais qui est un symbole en fait universel, qui est aussi repris aujourd'hui dans l'armée, qui est repris en fait dans tous les corps militaires. Hein, l'épée est toujours présente. C'est tellement emblématique. Le seul équivalent qu'on a dans le monde, c'est à la limite le katana japonais. Mais il faut vous dire ça. Et donc, vaincre son ennemi et manier l'épée, ça porte plus que le fait que de vaincre son adversaire. Ça porte encore plus. Vous œuvrez à la renaissance d'une civilisation et à l'ancrage de ce symbole à travers des millénaires. C'est-à-dire que vous avez repoussé une meute de Barbare. De Sarrazin. de barbares. J'essaye, voilà, de Sarrazin. Que vous avez repoussé une meute de Sarrazin avec une épée. Vous n'avez pas juste dégagé des mecs qui rentraient chez vous. Vous avez fait un peu Tout à plus. fait, ouais. Et ça, c'est important. Faut pas le négliger. On a besoin. L'épée, c'est un outil de violence. Mais pour qu'une société tienne, elle a besoin De justice aussi. de justice. Oui, c'est un symbole de justice d'ailleurs, tout à fait, hein, encore utilisé dans la justice aujourd'hui. Et elle a besoin aussi de rituels. Donc la ritualisation de la violence, c'est pour ça que c'est très important, sinon elle revient. Et aussi de symboles. On a besoin de symboles. Donc vous avez le choix, soit avoir des symboles décorrélés de vos actions, soit lier les symboles qui vous sont chers avec vos actions. Et alors là, pour ça, il faut aller sur mon Patreon. Voilà. Et aussi, il faut aller aussi dimanche 24 là, Et oui, on oublie. ce dimanche 24, à partir de 10h, au château Rochefoucauld à Châteaubourg, dans Faucon. Rochefaucon. Rochefaucon. L'entrée est libre, il y a une buvette, 100 places assises, et vous Il y a un pouvez... food truck. Voilà, en plus, voilà, et vous pourrez rencontrer Damien et vous pourrez voir un tournoi de combat à l'épée. Vous pourrez voir avec vos yeux ce qu'on vous dit, découvrir exactement ce qui est cet art martial historique européen à l'épée. Voilà, vous pouvez y aller. C'est ce dimanche. L'entrée est libre. Si vous êtes proche, si vous êtes à côté, n'hésitez pas. En plus, ce dimanche, je crois que la météo sera clémente. Voilà. Vous pourrez sortir Donc, si vous êtes tranquillement. Drôme, Ardèche, c'est à 30 minutes de Valence. N'hésitez pas à venir. Ben voilà, dimanche, c'est à 10h. Vous allez à la messe le plus tôt possible à Trior. Et ensuite, hop, direction le tournoi de combat à l'épée. Et vous passez un dimanche incroyable. Le plus beau dimanche possible de ce mois d'août. C'est clair. Voilà. Moi, je voulais savoir, est-ce qu'il y a un rapprochement entre votre art martial et le Béour? Alors, est-ce que tu veux faire un historique du Béour, Gaël ou... Ouais, je veux. Ouais, Vas-y, Gaël va vous expliquer Enfin, historiquement qu'est-ce qu'est le Béour. historiquement, le Béour, c'est en gros, c'est la castagne. Donc, c'est inspiré d'événements qu'on peut commencer à dater du XIIIe siècle. En fait, c'est des jeux guerriers, c'est le tournoi, c'est de la ritualisation de la violence, en fait. Et c'était se regrouper avec tous les types de combattants qu'on pouvait trouver, à la fois des piétons, à la fois des cavaliers, des archers, des chevaliers, et simuler la guerre. On est à une époque où, très très vite, en tout cas les sources historiques nous disent que entre la guerre et le tournoi, parfois la nuance est quand même très peu visible, et qu'on se retrouve en plein tournoi à voir un village qui est envahi et attaqué, où on va brûler une maison pour pouvoir choper quelqu'un, le rançonner. Et finalement, à la guerre, on se rend compte qu'on va avoir des villages attaqués, on va brûler des maisons pour rançonner quelqu'un. Donc voilà, il y a vraiment une grande confusion. Et petit à petit, c'est une pratique qui évolue, et on va se retrouver au XVe siècle avec quelque chose de beaucoup plus cadré. Des pas d'armes, c'est beaucoup plus codifié. Et donc voilà, le Béour vient de ce moment-là du XVe siècle où les gens se regroupent dessus pour se taper dessus. Et il y a quand même il y a un projet d'anéantissement de l'autre quand même. On savait s'amuser à l'époque. Hein.
Voilà, on savait s'amuser. Et donc le Béour aujourd'hui, ils ont repris le décorum totalement, c'est-à-dire de l'armure. Souvent ils vont faire ça dans des châteaux. Il va parfois y avoir des scénarios. Bon, maintenant ce qu'on voit le plus, c'est des affrontements avec tous le même tabac et ça se tape dessus. Mais par contre, on peut dire aujourd'hui, d'un point de vue du geste historique, ben il y a que dalle. D'un point de vue même de l'historicité du matériel, il y a que dalle. Et voilà, on a de la violence, des gens qui se meulent, mais quelque part vous leur mettez des poils à frire dans les mains, c'est le même C'est geste. pareil. quoi. Ouais, ok. Voilà, c'est D'accord, pareil. je vais essayer de nuancer les propos de Gaël parce que là, on va se péter la gueule. Alors, par contre, voilà, moi je peux aussi, voilà, et dans les arts martiaux historiques, il y a justement un autre côté qui va être une plus grande recherche autour du geste historique. Potentiellement, ce qui va être différent du Béour, c'est que ce qu'on voit beaucoup dans beaucoup de clubs d'AMHE, d'arts martiaux historiques européens, c'est il n'y a pas l'engagement qu'on voit mettre les mecs au Béour. Et ça, voilà, ça c'est la grande richesse du Béour, c'est que les gars, ils vont pour se rentrer dedans et il n'y a pas de ménagement, quoi. Voilà, si j'ai pu être assez complet sur Essayer de conclure ton propos. En fait, le Béour, voilà, c'est un sport moderne où on utilise de l'équipement à peu près historique, qui ressemble en tout cas à de l'équipement historique. Contrairement à ce qu'on croit, il y a quand même beaucoup de règles, beaucoup d'interdits, même si l'objectif est très simple dans cette pratique moderne, c'était pas forcément le cas à l'époque, mais c'est de foutre l'équipe adverse par terre. Voilà. Donc il n'y a pas de maniement des armes d'un point de vue de leur efficacité d'un point de vue martial. Par contre, il y a un très fort niveau d'engagement, un très fort niveau de percussion, etc., qui est vraiment enviable. Alors, et de l'autre côté, les AMHE, c'est plutôt la reproduction du geste historique, donc c'est-à-dire des techniques de combat qui, elles, vont être véritablement létales, donc qui nécessitent pour ça aussi un matériel adapté pour éviter de se tuer véritablement. Mais en général, peu de niveau d'engagement. Ce que nous on propose avec notre méthode et notre Patreon, c'est de réunir le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire à la fois un très fort niveau d'engagement pour avoir une simulation de qu'est-ce que le combat réel, hein, et en même temps des techniques véritables qui vont être faites dans ces situations-là. Donc voilà, c'est pas des techniques que l'on peut faire en Béour, sinon il y aurait des morts. Mais par contre, on peut avoir le même niveau d'engagement qu'on retrouve au Béour, avec des mises au sol, voire même des choses supplémentaires comme des clés de bras, voilà ce qu'on appelle les estocs. Les estocs, ça va être des coups de pointe le plus souvent à la gorge de l'adversaire. Donc voilà, c'est des techniques parfois un peu plus violentes. Et dans des situations de combat qu'on essaye de faire au moins tout aussi engagé que le Béour. Donc c'est ça qu'on propose. Bah ça a l'air top. Ouais, ça l'est, et il y a quelque chose d'assez intéressant dans ce qu'a dit Damien, c'est que si on le ferait avec des vraies armes, on se tuerait vraiment. Donc on a été obligé d'adapter, parce que quand on a une association sportive, c'est difficile de trouver un assureur quand on lui dit le projet c'est de s'entretuer. Donc on a adapté le matériel, et on va s'entraîner avec des matériaux modernes, des vestes qui nous protègent, qui sont du matériel moderne, même si on travaille en permanence sur le développement du matos, hein, quelque chose à la fois qui nous protège, mais aussi qui soit stylé. On va utiliser des simulateurs d'épée en nylon, dont le but va être de justement pas nous transpercer la peau, mais par contre d'avoir les dimensions, le poids, l'équilibre et le comportement en fait d'une arme historique. Hein. Ça c'est bien. Ça c'est on va dire il y a peut-être moins le côté sexy et superficiel du ting-ting d'une épée en métal. Par contre, elle se comporte exactement comme la pièce du musée de l'armée à Paris, quoi. Hein. C'est-à-dire selon comment vous allez l'utiliser et utiliser son levier, elle va se comporter de la même manière, puisqu'on a le même point d'équilibre, le même poids, la même dimension, et donc on retrouve en termes de pratique ce qu'ils avaient à l'époque. Voilà. Et on utilise quand même l'épée en acier dans le cadre de travail technique, hein, donc si vous êtes vraiment un obsédé de l'épée en acier, vous inquiétez pas, vous pouvez le faire. Mais là par contre c'est sans équipement, donc c'est vraiment on va dire un peu plus haut niveau, même si c'est aussi accessible au niveau un peu plus faible. Et évidemment voilà, c'est impossible en combat vu les techniques que l'on travaille. Ça serait la mort assurée. Hein. Et du coup, ça a le gros avantage de nous permettre, alors je suis pas un spécialiste de tous les sports de combat, tous les arts martiaux, mais nous, 3 fois par semaine, on peut s'affronter à haute intensité, littéralement, hein, c'est-à-dire sans retenue. On peut déclencher des attaques avec tout ce qu'on a,
On peut le faire 3 fois par semaine. Et je pense qu'on peut le faire pendant 30 ou 40 ans parce qu'on va pas finir commotionné, on va pas finir justement transpercé, trop Bien, quand hématomé. même protégé. Bien On est, protégé. on est quand même protégé, mais on a comment dire cet instant du combat en fait, ce flow qu'il y a dans un combat. On peut le ressentir 3 fois par semaine sans se détruire le corps, comme peuvent le faire des fois des boxeurs ou d'autres sports, Tout à fait. même des rugbyman parfois, hein, ils se détruisent le Ouais. corps aussi. Nous, on peut vivre l'intensité du combat et justement, on parlait tout à l'heure du retour de la violence dans la société. On peut s'y préparer de façon pertinente, moi je dirais même intelligente. C'est-à-dire que je suis pas, je connais des gens qui se sont détruits à s'entraîner, qui à 40 ans étaient à Parkinson. Bon, ils n'ont jamais été agressés de leur vie, mais par contre ils se sont détruits le corps. Quelque part là, on est sur une démarche où on va Oui. quand même être dans une forme de préservation, mais par contre on est aussi prêt. Et Damien, il a été prêt le jour où il s'est fait agresser par Emmanuel Macron. C'est vite parti quoi. Donc, Oui. vous voyez, il y a cette approche-là. C'est Et important alors parce que surtout qu'il faut avoir, excuse-moi Gabriel, il faut avoir cette notion d'être et durer. Moi, bon, Ouais. vous le savez, mais moi, je suis un ancien militaire, je suis aussi pratiquant d'arts martiaux, instructeur, tout ça, voilà. Et la première fois qu'on s'était rencontrés, on avait vachement échangé parce que je pratique un art martiaux philippin basé sur le travail avec doubles armes. Ça peut être l'épée, épée dague, bâton, épée, couteau. Et c'est vrai que ce qui est important, c'est de se dire quand on va s'entraîner, c'est de se mettre en sécurité, s'entraîner tout donner, mais quand même garder sous le pied. Parce qu'il faut pouvoir être prêt le jour où. Alors, on espère en s'entraînant ne jamais avoir à le mettre en œuvre. Maintenant, on s'entraîne quand même pour ça. Et ce qu'il faut, comme tu dis, très bien expliqué, Gaël, c'est que il faut pouvoir être prêt l'instant T. Si on y va comme un débilos et qu'on se blesse avant, c'est terminé, on est foutu, on est inapte. Et c'est très dangereux pour nous, notre famille, les gens qu'on protège. Donc Je ça, vais pas c'est attaquer quelque les chose Béours, mais voilà, il y a beaucoup de plus en plus de mecs qui se pètent les genoux au Béour. Et ça devient un problème parce qu'ils peuvent même plus pratiquer des arts martiaux et on va dire, mais si en cas d'agression, ils pourraient même plus s'enfuir. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et Ouais, puis c'est c'est ça, complètement ça crée problématique. un impact sur leur propre capacité à survivre, à protéger leur foyer. C'est ça en fait, à un moment donné, si tu peux plus aller travailler à cause de ton activité, Tout à fait. tu mets en danger. Oui, c'est ça. Voilà, Alors, ce que nous, on vous propose, c'est au contraire, si votre physique n'est pas au rendez-vous, on va vous rendre apte par le combat et vous allez développer votre physique pour être apte au combat dans le cadre de la vie quotidienne. Le maximum que vous aurez en termes de blessures, ça sera des bleus. Il n'y aura pas de commotion, il n'y aura pas de trauma crânien journalier comme on peut retrouver en boxe, de cocard et des choses comme ça. pas de troisième mi-temps par avec contre- Brigitte. Pas de troisième mi-temps avec Brigitte, Il y a pas la parce biscotte qu'elle avec peut y aller Brigitte. fort quand même. Mais vous allez connaître la violence, qu'est-ce que c'est que la percussion, qu'est-ce que c'est qu'être dans le feu du combat. C'est très violent mentalement, hein, par contre, hein, je vais pas vous mentir. Après, tout le monde veut ou pas s'impliquer dans le combat. Hein. Nous, on a beaucoup de filles aussi au club. Évidemment, c'est pas le même niveau d'intensité, mais il y a quand même un niveau d'intensité pour qu'elles puissent avoir conscience de ce que c'est que la violence. Mais voilà, si vous voulez aller à fond, savoir ce que c'est que la violence et le combat, j'ai retrouvé un peu cet esprit-là dans des stages de défense que j'ai pu faire avec. Alors, je sais pas si on peut dire ton nom. Du coup, toi, t'es avec Diego, je vais dire. Ouais, Diego, oui. Ouais. Ouais, avec Diego, voilà, des stages de défense. Donc on retrouve ce niveau, voilà, d'intensité, où on est vraiment dans le feu. Donc ça, c'est ce qu'on trouve aussi dans les formations militaires, hein. Mais sans pour autant se blesser et s'endommager sa boîte crânienne et son cerveau, quoi. Oui, alors c'est intéressant, je vais rebondir là-dessus. En fait, là, tu fais référence à une formation professionnelle avec un organisme qui est fait pour les professionnels, mais aussi pour les civils. On était sur le thème de face à l'arme blanche, face à l'arme de poing, l'arme à feu. Mais on était sur des choses qui étaient très loin de ce qu'on peut voir, parce qu'il y a l'aspect aussi self-défense avec les formations qu'on peut faire en Krav Maga, Pencak Silat, tout ce qu'on veut, même en Kali philippin. C'est totalement différent parce que on est vraiment sur un truc. Non, mais là, c'est une arme, c'est une menace. Le mec, il te fonce dessus. La finalité, c'est de te tuer. Le gars, lui, il est dans une intensité nerveuse. Il a qu'une envie, c'est de tuer. Les attaques sont franches, sont multiples. On est sur quelque chose qui est totalement différent. Nous, on a eu des gens qui sont très réputés, des experts, des gens reconnus dans ce milieu-là, qu'on connaît, qui sont des amis qui sont venus faire une partie de cette formation qu'on a fait sur notre module. Et ils ont été vraiment bluffés parce qu'ils me disent là, on est sur un truc concret, quoi. Alors les mecs, ils font ça depuis 20 ans, mais sur des trucs totalement différents. Ça a été pensé pour être différent et pour être proche de la réalité, un peu ce que vous expliquez, vous, sur la particularité de votre art martial, où on va être sur
la gestuelle et les techniques telles qu'elles étaient à l'époque, mais il faut que ce soit dans le but de neutraliser ou tuer tel que c'était fait à l'époque. Et oui, et des fois ça peut être justement, comme tu dis, dans le cas de face à une agression d'un gars frénétique qui a pour but de nous assassiner. Hein. Donc voilà, on retrouve un lien entre voilà, les techniques qui vont être utilisées dans le cadre de la guerre, de l'affrontement, parfois de l'affrontement d'honneur. Alors d'honneur, ça veut pas dire forcément qu'on meurt, mais ça veut dire que le risque est quand même là. Et aussi dans le cadre d'agression, de tentative d'assassinat. Donc on retrouve ces techniques-là et cet esprit-là derrière dans la manière de s'entraîner et dans la manière de combattre. Et il y a un contexte justement par rapport à ce qu'on dit, c'est que forcément, comme on parle de quelque chose du XVe siècle, il y a quand même tout un contexte dans la société qui est le christianisme. Il y a la puissance, la prédominance de l'Église catholique, et on a des gens dont le comportement tend vers un idéal chrétien, et donc on peut avoir des gens qui sont donc des brutes, des gens entraînés. Alors on dit des brutes, des bourrins, on va dire ça aujourd'hui. Avant, on appelait ça des preux. Mais en tout cas, les preux de l'époque, ils avaient quand même donc, le contexte du christianisme. Et malgré tout, s'entretuer entre bons chrétiens, c'était pas la norme. C'était pas une acceptation de la société. Donc on avait beaucoup de contextes où ça n'allait pas jusqu'à la mise à mort. Mais quand vous avez un agresseur qui arrive sur vous, vous n'êtes pas au courant forcément de si ce gars-là, il va vous respecter les 10 commandements, etc. Donc il y a un panel technique qui va d'une neutralisation, d'un désarmement ou d'une soumission à une attaque d'une létalité quasi instantanée, une réponse en tout cas quasi instantanée et d'une létalité imparable. Hein. Vous vous faites transpercer par 1,20 m de métal en pleine gorge. En général, c'est terminé, c'est rapide. Ça t'évite d'avoir des angines. Ah voilà, ça c'est quelque part là, c'est le début de la gorge profonde, mais c'était pas tout à fait dans le même axe, quoi, si je peux me permettre. Avec un goût métallique. Voilà, avec un goût métallique. Ça ouvre le sujet de la légitime défense, parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est une question, je pense, qui est beaucoup posée. Dico, tu voulais dire quelque chose là-dessus, tu peux nous introduire le sujet. Alors, je te laisse parler si tu veux de la légitime défense, et après moi je vais te faire des petites objections et tu comprendras. D'accord. Tu me dirais ce que vous en pensez, mais malheureusement c'est la réalité, quoi. Je te laisse partir. J'essaie de pas trop anticiper ce que tu vas dire. En fait, vas-y, je t'en prie, je t'interromprai quand. En tout cas, voilà, dans le cadre de la légitime défense, si votre adversaire a une arme, et en général une arme cachée, moi ce que je dirais, c'est mieux vaut. Alors, je sais pas si on peut dire ça sur YouTube, mais c'est la fameuse rengaine qui dit je préfère être jugé par 10 ou par 12 que être porté par 4, quoi. Voilà, donc, ouais, tout à fait. je sais plus combien c'est. Par 6, généralement. 4, je préfère être jugé par 6 que être porté par 4. Donc moi c'est ma philosophie. Après, il faut quand même avoir une bonne conscience de quand il y a danger, quand il n'y a pas danger, et une bonne capacité à se défendre si jamais le combat arrive, hein, parce que c'est aussi c'est plus presque même une capacité mentale. Hein. Il y a bien sûr c'est lié au physique, mais quelqu'un qui par exemple a un très très bon physique, ça on a tous connu, se retrouve complètement tétanisé dans le cadre d'une agression, dans le cadre d'un moment de violence, parce que voilà, son mental n'était pas prêt. Là j'aimerais revenir là-dessus, oui. Parce que là, du coup c'est un truc faut savoir qu'il y a 3 manières de réagir quand on va se faire agresser. C'est quelque chose qui est rentré dans notre code génétique depuis le commencement, d'accord, depuis l'époque où on était des chasseurs-cueilleurs et qui couraient après des dinosaures pour leur échapper ou pour pouvoir les tuer, les manger. Tu vas pas nous vendre ta mamie guenon quand même. Non, mais entre guillemets, il faut savoir que les manières dont on va réagir par rapport à un excès de violence, une violence physique, même verbale des fois, un coup de pression verbale, c'est on va déjà quand on dit se chier dessus, l'expression de dire se chier dessus, bon c'est un peu vulgaire, c'est parce qu'en fait, si vous voulez, on va ressentir vraiment l'envie de se vider. Donc souvent l'envie de comme on disait, le pipi de la peur ou envie de se chier dessus, c'est qu'on a envie vraiment de pouvoir se vider pour pouvoir ensuite être beaucoup plus léger pour pouvoir fuir, prendre la fuite. Il y a 3 résurgences qui sont soit on va rester prostré, figé, on va
paralysé. Soit on va prendre la fuite et on va courir mais à une vitesse folle et sans le cardio va être décuplé par rapport à ce qu'on peut faire en temps normal. Le sang va venir se mettre, le corps va pomper énormément, le sang va venir se mettre dans les extrémités, il va faire qu'on va pouvoir prendre la fuite, se mettre en sécurité. Ou alors il y a l'action, donc l'action, surtout faire attention, on peut être dans la suraction, et là on va être dans la défense, on va frapper. On peut voir ça, par exemple, si vous avez quelqu'un qui se cache dans le coin le coin d'un mur, le coin d'une pièce, et là, elle surgit d'un coup. Soit la personne a peur, elle est figée, soit elle va mettre un coup, soit elle va faire marche en arrière, elle va partir. Ça, c'est quelque chose qui est ancré en nous. Après, il faut apprendre au fur et à mesure avec le mental. L'aspect mental est le plus important. Je pense que vous serez d'accord avec moi, Damien et Gaël. Et Gabriel, c'est que Moi le aussi, mental, moi aussi je suis d'accord. Oui, oui. Donc il faut vraiment travailler ce mental, c'est très 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 important. Et c'est pour ça que allez vous entraîner, faire ce genre d'arts martiaux, allez dimanche les voir, les gars. Si vous pouvez, si vous êtes dans la région, n'hésitez pas à les pratiquer. C'est quelque chose qui va vous aider déjà principalement le mental. Ouais, moi j'ai un exemple, je me permets de prendre un exemple personnel. Moi, ça fait donc presque 10 ans sur les arts martiaux historiques européens, et avant j'étais sur, on va dire, des arts martiaux de défense, self-défense, des choses comme ça. Et il y a un côté où ça prépare. Je disais tout à l'heure, Damien il était prêt face à Macron. Moi récemment, sur on va dire, le cadre du boulot, j'ai eu des techniciens qui ont percé une conduite de gaz sur un chantier. Donc, bon, eux ils seraient morts s'ils avaient percé ça à sec. Heureusement, ils ont percé ça à l'eau, mais potentiellement on se retrouve avec une situation de haute dangerosité. Moi j'étais en responsabilité de la gestion du site, et quelque part ouais, je pense que j'ai bénéficié, on va dire, de ma pratique et de mon entraînement depuis toutes ces années sur comment gérer cette situation là. Et on a regardé par curiosité avec mon responsable les caméras, en fait, c'est une espèce d'attitude où moi je m'étais senti en fait comment dire, perdre un peu en capacité intellectuelle pendant l'instant, c'est-à-dire être vraiment en réflexion au coup par coup, idée par idée, à ne plus être capable d'avoir une vision globale, mais être vraiment dans une réactivité instantanée. Mais quelque part, en termes d'efficacité, sans le jeter de fleurs, il n'y a pas beaucoup de gestes ou d'actions qui ont été faites pour rien, quoi. Tout a été fait en mode tac, 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 et ça s'est bien passé. Et ce que je veux dire, c'est que voilà, quand on s'entraîne régulièrement, et c'est aussi pour ça qu'il faut nous rejoindre en profitant du Patreon et des entraînements, c'est que ça prépare aussi dans la vie de tous les jours à un événement qui peut être, je sais pas, votre femme enceinte qui va accoucher, vous êtes en forêt, ben comment gérer ça. Enfin, il y a plein de situations autres que purement et simplement la violence pour lesquelles les arts martiaux, ça va vous préparer. Au lieu d'acheter une énième formation de développement personnel de je sais pas quoi là. Oui, vous allez payer du pognon pour des trucs à 2 francs. Là, c'est vraiment sur quelque chose de concret. Là, tu touches quelque chose de concret. C'est-à-dire que le fait de répéter ce qu'on appelle le drill en anglais, répéter des mouvements, répéter les choses. Si vous vous astreignez à une discipline tous les jours à faire des pompes, à faire des abdos, des trucs, je vais lire, je vais écouter des conférences, je vais aller m'entraîner, je vais aller sur le Patreon de Damien. Ça, c'est important de répéter, parce qu'après, vous allez restituer de manière automatique. Et c'est ce que tu as fait. Et c'est vrai que les arts martiaux, en règle générale, vont vous aider à ça. D'accord? Donc ça, c'est très important. C'est vraiment ça. On garde le sang-froid, on arrive à pouvoir gérer les trucs, même de manière machinale. Je sais pas comment tu peut-être expliquer comment tu te ressens à ce moment-là, mais tu fais ça, tu as un sang-froid particulier, et c'est après que tu vas avoir un peu une pression qui retombe, quelque part. Exactement. Peur après le combat, en fait, quelque part, quoi. Tout à fait. Et souvent, c'est... Une tension de scène, une tension saine, une tension maîtrisée qui t'amène en fait à être plus performant. Bon, vous avez tous eu cette sensation de pression saine, et ben là c'est ce qui vous empêche d'avoir de la pression qui vous tétanise, quoi. Mais j'ai senti quand même du fait du stress de la situation une diminution quand même de la capacité, on va dire. Mais de fait, ça veut dire que quand on vit quelque chose comme ça, n'importe qui, je l'entends même d'anciens forces spéciales qui figent à leur première épreuve du feu, hein, alors que c'est des mecs entraînés. Donc je veux dire, on peut tous être confrontés à des situations où on va être diminué, on va perdre quelques capacités. Donc voilà, plus on est préparé à les affronter, moins on a de chance. C'est intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire que... Pardon, excuse-moi.
Vas-y, non, j'avais compris. Il y a le côté, donc je dis, il y a le côté émotionnel, c'est-à-dire que c'est tout à fait normal. Il faut écouter ses émotions, la peur. Et si vous n'aviez pas peur, on serait des dingos, on irait courir à flanc de falaise comme des malades, à taper des sprints, et on risquerait de mourir bêtement. La peur, c'est quelque chose de normal, mais sa peur, il faut pouvoir la comprendre, la dominer, la surpasser. Et ça, c'est des choses. Il n'y a pas de. Tu parlais de forces spéciales, des gens qui sont un peu dans des trucs vraiment d'élite. Là. Connaissant des gens comme ça, m'entraînant des gens comme ça, faisant partie d'organismes avec des gens comme ça, déjà, ils vont te parler franchement, simplement, ils vont t'expliquer des trucs sans fioriture. Mais, par exemple, qu'est-ce qu'il y a la différence entre un militaire et un force spéciale? Un militaire de base, lambda et force spéciale, c'est qu'ils vont répéter. Ils vont répéter, il y a aussi cet aspect mental, c'est-à-dire que quand ces gens des unités spéciales doivent intervenir, ils l'ont travaillé physiquement, ils l'ont travaillé ensemble, ce qu'on appelle la caisse à sable, tel déplacement, telle pièce. Ils vont travailler, ils avaient des supports vidéo, tout un tas de supports, ils vont aussi le travailler de manière mentale. Et pour se préparer avec des exercices de respiration, il y a tout un tas de choses. Et il faut que les gens puissent comprendre qu'à l'heure actuelle, il faut avoir cette mentalité, il faut se dire, je dois apprendre à me défendre. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour les gens de votre famille, faites-le pour votre femme, vos enfants, pour votre mère, votre père. Il faut que vous pensiez qu'on n'est plus dans les années 90 où tout était beau, et encore c'est le début du déclin. Et encore. Et je veux dire, et encore, voilà, oui, donc il faut avoir cette je vais me prendre en main. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire pour me prendre en main? Eh bien, je m'inscris sur le Patreon de Damien. Ouais, je peux peut-être préciser certaines choses, c'est que oui, bah tu vois, tous ces exercices de respiration, c'est intégré justement dans le programme. Et puis il y a aussi tout un cadre philosophique qui sera par le biais des podcasts et des échanges qu'il y aura avec la communauté sur qu'est-ce que c'est en fait la philosophie du combat. Si ça vous intéresse d'apprendre ce genre de choses, ou alors peut-être que déjà ça vous touche, vous êtes en questionnement, peut-être que vous avez lu le traité des 5 roues de Musashi, que vous avez lu tout un tas de choses sur l'art de la guerre. L'art de la guerre, voilà, de Sun Tzu, vous avez peut-être lu certaines choses là-dessus. Donc ça peut vous amener à lier en fait la théorie à la pratique. Concrètement, vous vous abonnez au Patreon, vous avez accès aux vidéos, et en fait, vous pouvez à partir de là, chez vous, avec un manche à balai, commencer à apprendre les techniques de combat. Et voilà, si vous voulez même des conseils personnalisés, il y a un format d'abonnement où vous avez des conseils personnalisés, où on vous offre un retour sur votre manière de pratiquer, sur vos combats. Vous pouvez monter votre structure, comme je vous ai dit, vous pouvez vraiment à partir de rien, vous avez un copain, ou même tout seul, vous pouvez lancer une association, on vous explique comment faire, comment contacter les mairies, comment déclarer votre association. Il y a des modèles types qui vous sont fournis, et en fait vous pouvez monter une équipe, comme on avait dit. Dans un moment il y avait ce truc, voilà, se regrouper, se regrouper et se regrouper autour de valeurs et d'actions concrètes, quoi. Les gens vont se regrouper entre eux, ils vont échanger, ça va créer du lien aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont chez eux, derrière leur ordinateur, ils écoutent tel youtubeur, ils écoutent un peu des trucs, les gens maintenant, ils sont dans une ère... Ils écoutent que Gabriel, je préfère te le dire. Oui, alors les vrais écoutent Gabriel Lecorsaire, évidemment. Les vrais sont là. Voilà. Les burnés, là, c'est Gabriel Lecorsaire en avant. Faut le savoir. Franchement, c'est une régalade. Bien sûr, et surtout n'attendez pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent mais on fait quoi. Mais s'il y a personne qui a lancé l'initiative autour de vous, bah soyez celui qui la lance. Arrêtez d'attendre que quelqu'un vienne vous fournir le service ou quoi. Si vous êtes autre part, si vous êtes proche de Damien, bah voilà, lui il a lancé le truc. Si vous êtes dans la Drôme, voilà. En fait, si vous êtes dans la Drôme, vous n'avez même pas besoin de vous abonner au Patreon. Je suis à 30 minutes de Valence, 30 minutes de Vienne. Voilà, pour ceux qui voient où ça se situe. Donc venez au club. Voilà, oui. Là, sinon, si c'est trop loin pour vous, il y a des clubs qui sont en Bretagne. Il y a plus d'une vingtaine de Patreonneurs qui vont chercher à monter l'initiative. Après, donc, Damien, il faut d'abord se mettre en contact avec eux. Au niveau de la France, géographiquement, parce que moi j'ai vécu pendant une vingtaine d'années, et géographiquement,
c'est quand même à 2h30 de Paris, je crois, en train. C'est à 1h de Lyon. C'est Ouais, à 1h de ouais, Grenoble. ouais, aussi, C'est à 2h de Genève. Enfin, on est vraiment. Moi, parce que je suis un Drômois et ardéchois d'adoption. J'y étais pendant une vingtaine d'années. Là, maintenant, je suis dans le sud-est. Mais on est vraiment. Enfin, c'est vraiment. C'est très bien situé, donc c'est-à-dire que ce genre d'événement, je pense que vous allez en refaire. Des fois, pourquoi pas, je pense que ce serait super, un événement sur 2 jours avec du bivouac, enfin ça serait énorme. Et là, les gens, n'hésitez pas, il faut vraiment se regrouper autour d'un esprit camaraderie, un esprit franchouillard européen, dans des arts martiaux médiévaux européens, c'est le top, quoi. Je veux dire, ça a le mérite d'exister. Tout à fait, ouais, dans ce que tu dis, bah, c'est dans les projets, et c'est vrai que ça, on va dire, selon les échos que vont donner le Patreon, mais on a déjà travaillé sur des week-ends justement type, mêler un petit peu la survie, l'autonomie avec le côté art martial, pourquoi pas un décorum médiéval, hein, je veux dire, un camp du Moyen-Âge, quand ils étaient pendant la guerre de 100 ans, en gros c'est un stage de survie, hein. Vous avez une tente en tissu, vous faites votre feu avec une hache, un couteau, il faut manger, enfin il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, et ça aussi ça prépare aussi mine de rien. Quand vous vivez en fait dans la rusticité et l'inconfort, quelque part derrière se prendre un shoot, prendre un coup d'épée, se prendre un coup de tête, c'est pas bien méchant hein, quand vous dormez, qu'il faut coller le collègue parce qu'on a froid la nuit. Ça forme aussi et ça pourrait nous dans les développements qu'on aimerait proposer et franchement en plus c'est stylé un camp type médiéval 5-6 tentes, une petite liste de combats pour l'échauffement du matin et puis ça savait faire à bouffer à l'époque aussi hein, le filet mignon dans une espèce de marmite en terre cuite, je vous garantis que ça vaut le détour. Donc ça peut être aussi des prolongations à tout ça d'ailleurs. On a déjà fait des stages, donc là bien sûr si vous abonnez au Patreon vous avez des réductions aussi sur les stages. Donc on a déjà fait des stages débutants et des stages un peu plus confirmés qui ressemblent beaucoup à ce qu'on appelle des stages militaires. Donc comme ça il y en a vraiment pour tout le monde et l'objectif, ouais, comme tu dis Gaël, ça serait qu'on puisse faire des stages avec une thématique un peu plus longue sur un week-end, un peu plus survie. Où là on va vraiment pouvoir vous accompagner après d'une certaine manière c'est ce qu'on avait dit en plaisantant, tuer votre ancien tuer la version faible de vous-même quoi. C'est carrément ça hein. Sortez-vous les doigts du cul et venez faire des trucs de bonhomme là. C'est pas derrière le clavier à clasher 2-3 bouffons, je ne sais quoi là, les guerriers du clavier. Venez venir des guerriers dans la vraie vie. Bougez-vous votre cul, ça va vous faire du bien et vous en serez. C'était intéressant le côté de parce qu'effectivement la bien-pensance va vous parler de devenir la meilleure version de vous-même avec un coach. Non, j'aime beaucoup tuer la version faible de vous-même. Et quelque part, le coach, ça va être vous, en fait. Ça va être ce que vous allez vivre. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de ce qu'on ressent dans le combat. Et quand on le ressent 3 fois par semaine en s'entraînant, ce truc-là, il y a nulle part ailleurs, vous l'avez, en fait. Cette sensation qu'on a pendant un affrontement, en fait, nulle part, vous l'avez. Je veux dire, vous l'aurez jamais sur l'autoroute, vous l'aurez jamais dans un bouchon, jamais dans un boulot de merde, jamais dans le métro. Enfin, à un moment donné, qu'est-ce qu'on a envie de vivre? Tu vas sortir de ta frustration, tu vas apprendre énormément sur toi aussi. Parce que là, le dépassement de soi, vous allez apprendre sur vous ce que peut avoir vécu. Moi, je suis un ancien militaire. Donc, ce qu'on va découvrir sur nous-mêmes lors d'entraînements, de marches, sur des raids, sur plusieurs jours, tout ça, sac à dos. On découvre sur nous-mêmes. En fait, on dit mais putain, mais je suis capable de faire ça. J'ai réussi à faire ça. J'ai mis mon cerveau sur off. J'ai mal aux pieds, j'ai des ampoules, mais j'ai réussi à faire ça avec un sac qui est presque aussi grand que moi. Quand je me suis engagé à 18 ans, je fais 55 kilos. Enfin, je veux dire, et j'ai dit putain, et moi, dans ma tête, je vais prendre mon exemple personnel, je faisais de la boxe française, j'avais un très bon niveau. Après, j'ai eu un accident, ça m'avait un peu freiné là-dedans. Et je pensais, parce que j'étais un petit branleur, je pensais que j'étais un mec envoyé, donc j'étais un peu chaud, assez turbulent, assez virulent, assez sanguin. Et je pensais être un bonhomme, moi, du haut de mes 18 ans, 55 kilos. Mais j'étais une petite merde, en fait. Et c'est une fois que j'ai fait mes 60 jours de marche sur 2 jours avec mon sac à dos que je me suis dit, mais en fait, t'es une merde. Mais de ce constat-là, je suis devenu quelqu'un après, vous voyez. Ouais, tout cet entraînement, en plus, ça t'a permis de mettre fin à tes problèmes d'éjaculation précoce. Non, ça j'ai toujours les mêmes soucis. Gabriel, on avait dit qu'on ne devait pas l'évoquer normalement.
Il est fort. D'ailleurs, si quelqu'un a une solution, mettez-le moi en commentaire, s'il vous plaît, je prends l'heure. Alors ça, par contre, avec la méthode de Tarel, on peut rien pour vous par rapport à ce genre de soucis. Désolé, mais... Quoique, je ne sais pas. Ça peut vous les effets. un bon coup de genou éventuellement dans les parties, mais c'est... Vous êtes le pommeau de l'épée. On est parti vite, mais on n'a pas su encore, on sait pas encore pourquoi vous avez choisi un art médiéval italien. Ah, alors ça c'est extrêmement simple. Les manuscrits qu'on retrouve d'époque sont limités. Alors déjà, il faut savoir que l'Italie n'existe pas à l'époque. Donc voilà, il n'est pas italien. Ouais. Il est de la région que l'on appelle l'Italie aujourd'hui. En fait, les traités sont extrêmement limités. On n'a pas une très grande quantité de sources historiques pour ce qui est du combat. Et la plupart des sources que l'on a datent de l'époque en fait, des codex, où on va commencer à codifier tout un tas de choses, dont le combat à l'épée. Et ces codex sont assez tardifs. En fait, ils arrivent vers le XVIe siècle. On va être dans une pratique qui va être beaucoup plus bourgeoise, qui va être beaucoup plus sportive, où les techniques de combat, on va avoir pour but de toucher l'adversaire. On est déjà dans une pré-sportivisation. Alors que ce traité, qui est un petit peu particulier, a été rédigé à l'époque de la guerre de 100 ans, à une époque où la létalité sur le champ de bataille était un peu plus importante, et où où les techniques proposées ne sont pas du tout des techniques de sport. Ça fait partie des rares exemples de traités médiévaux où on a des véritables techniques de combat, et il s'agit vraiment d'un système complet où les postures et les techniques qu'on va retrouver en armes courtes comme la dague vont se retrouver et s'utiliser aussi avec des armes plus longues comme l'épée longue ou la lance. Donc voilà pourquoi on a choisi ce traité d'armes. En particulier. Et puis c'est un maître d'armes, c'est un petit peu notre, je vais pas dire notre Musashi, mais c'est un petit peu un maître duelliste qui a fait des duels d'honneur avec des vraies lames, qu'on sait qu'il a été impliqué dans des défenses militaires. C'est pas du tout un personnage fictif, c'est pas du tout quelqu'un qui n'a pas d'expérience. C'est pas le pègre du coin. Non, lui, il a vécu les véritables arts guerriers, quoi. En fait, comment je l'ai découvert, c'est parce que mon expérience des arts martiaux, à côté de ça, j'ai fait du kendo, j'ai fait du naginata, j'ai fait plusieurs arts martiaux armés assez violents, m'a amené à étudier les différents traités, et sans avoir connaissance de l'historicité et du parcours historique de cet individu, j'ai vu par les techniques de combat proposées qu'elles étaient réelles. Et c'est seulement après que j'ai découvert qu'il y avait un historique pour le justifier. Mais par l'observation des techniques, on peut déjà voir que on n'est pas dans de l'escrime de jeu ou dans des escrimes de spectacle ou quoi que ce soit. Là, comme on dit, il y a des clés de bras, il y a l'utilisation de l'épée du concret, de toutes les manières possibles. On peut, en demi-épée, pour ceux qui connaissent un petit peu. On peut donner des coups de pommeau. Donc voilà, il y a vraiment tout. C'est vraiment quelque chose, une pratique très réelle, et donc du coup qui a ce qu'on appelle qui a une certaine archaïté. L'archaïsme, vous savez, c'est ce qui est c'est pas du tout péjoratif, c'est pas du tout ce qui est ancien justement, mais c'est justement ce qui est ancien et qui fonctionne toujours en fait. L'archaïsme, c'est ce qui même en 2025 sur le front ukrainien, il y a encore des gens qui se battent au couteau. Voilà. Et aujourd'hui, maintenant que les barbares nous ont envahis, la question c'est est-ce qu'on va utiliser, est-ce que vous allez tous attendre le port d'armes citoyen, ou est-ce que vous allez être capable d'utiliser une arme présente dans votre environnement pour vous défendre, ou déjà l'arme que vous avez dans la tête. On va dire que ça commence déjà par là. Ah, tout à fait. Avant d'utiliser l'arme, puis les balles, puis le machin, puis le truc, et puis j'ai le droit de l'avoir, et puis en termes de légitime défense, comment ça se passe? Ça se passe que vous êtes niqué. Voilà, c'est assez marrant, ça me fait penser, moi, tu sais, les mecs, vous avez déjà tombé sur des gens comme ça qui disent, mais il y a quelqu'un qui est en train de se battre, et t'avais quelqu'un qui le connaît, ou alors tu vois ils sont en train de s'embrouiller, qui dit mais viens on va y aller, on va les aider, ou quelqu'un qu'on connaît pas forcément mais on veut lui prêter main forte, et le gars qui dit non mais moi si j'y vais on va me retirer ma licence parce que, sous prétexte pour couvrir un peu sa peur honteuse, non mais si on va me retirer ma licence de tir, je pourrais plus aller faire du tir sportif, quoi. C'est ça, ou je ma licence de karaté. Je dis mais bon à un moment donné si t'apprends à faire du karaté c'est pour ces moments là quoi. Voilà, sachez que moi, j'ai été éradié de toutes les fédérations d'arts martiaux,
suite à la gifle. Voilà, bah, ça m'empêche pas de vous proposer quelque chose de sérieux. crées la tienne, J'ai quoi. d'autres amis qui ont bien. vécu la même chose, qui ont été radiés suite à leur engagement politique seulement, pas sans condamnation, sans rien, qui ont été radiés alors qu'ils avaient des Quoi, niveaux parce qu'ils étaient nationaux. chez LFI, ils sont fait radier de Ils étaient au NPA, chez au LFI. LFI. C'est pas tout à fait ça, mais c'est pas tout à fait ça. Le problème de fréquenter des gens comme Deloglu ou quoi, tu vois, c'est tout de suite mal étiqueté, quoi. Tout de suite, bah ouais, tu risquerais de te faire, t'as plus de chances de te faire inviter à BFM TV que de te faire radier de ta. Alors mon grand-père était pas très loin d'Oran, il était à Alger, mais il n'a pas déporté de gens comme le grand-père de Il a déporté personne. Mais tout ça là, Damien, c'est venu après, parce que j'imagine qu'il y a le Damien d'avant la gifle qui avait des projets, et puis il y a eu celui d'après qui a vu sa vie complètement changer. Tout ce que tu nous dis là, tout ce que tu nous proposes, c'est quelque chose qui te tient à cœur depuis longtemps, ou c'est lié à cette vie complètement changée? Bah, si vous voulez, je peux vous décrire les deux Damiens. Donc le Damien d'avant la gifle n'a pas beaucoup d'argent, se retrouve dans un milieu de la France périphérique où c'est compliqué d'avoir du boulot, est pratiquant d'arts martiaux depuis des années, et instructeur depuis plus d'une dizaine d'années. Et le Damien d'après la gifle, encore moins d'argent, est radié de toutes les boîtes d'intérim, est toujours pratiquant d'arts martiaux depuis des années, et a été radié de toutes les fédérations. Mais sinon, je suis pratiquant d'AMHE depuis des années, depuis avant la gifle. D'ailleurs, ça a failli me coûter des problèmes. On a envoyé la police contrôler ma salle d'armes. Bon, c'était pendant le Covid, donc en même temps, il y avait vérifier avec les fusils d'assaut, on sait jamais. Ah oui. Bref, tout ça pour dire, voilà, il n'y a pas grand changement. Je suis instructeur, moi, depuis des années. La République se défend très bien. Le gouvernement se défend très bien. En tout cas, voilà, moi je suis instructeur depuis des années, donc mais on va dire que le tournant, c'est de me dire d'avoir été invité suite à cet événement dans plein d'endroits de France, et d'avoir découvert que des gens voulaient apprendre ces techniques, n'avaient pas forcément la possibilité parce qu'ils habitaient trop loin. Et puis moi, financièrement, je me suis retrouvé, on va dire, sur le carreau. Donc je me suis dit, on peut joindre mon activité que je fais bénévolement depuis des dizaines d'années, et la méthode que j'ai développée, on peut l'exporter et la vendre à des gens qui la demandent. Donc voilà, c'est ça qu'aujourd'hui je vous propose, de à la fois me soutenir et de m'aider à développer une méthode, et en même temps de vous former et d'apprendre de devenir des hommes. Je sais pas si je pourrais le mentionner comme ça. Non mais oui, c'est intéressant parce que quelque part, je veux dire, les mecs, c'est virilité, ils pensent à la salle de sport. Ils sont tous avec leur picouse et compagnie, les mêmes tatouages, avec les petits bisous dans le cœur. Les mecs, ils ont un petit tatouage, ils se prennent pour des gangsters. C'est tous les mêmes. La petite raie sur le côté, un peu de gel, ou alors une teinture. En fait, mais ces mecs-là, c'est des guignols. Voilà, vous avez mis la charrue avant les bœufs, les gars. Moi, ce que je leur dis souvent, c'est vous avez mis la charrue avant les bœufs. C'est bien d'être physiquement opérationnel. C'est même indispensable. Mais si c'est physiquement opérationnel, en fait, pour avoir des abdos bien dessinés sur la plage et draguer les filles, ça c'est temporaire, les mecs. Par contre, votre survie et votre conditionnement à la violence, je peux te dire, dans les groupes de droitards, j'en ai vu 10 000. J'en ai vu 10 000, tous des go muscus, des vrais Golgoth, qui faisaient 2 fois mon poids. Il n'y en avait pas un seul qui bougeait le petit doigt qu'on fallait défendre un copain. C'était les premiers à faire les malins dans la parole. Et puis c'est jamais les gars qu'on a vus pendant les gilets jaunes sur un rond-point, pendant les manifs contre les les antifas. Il y avait personne. Voilà. Et même dans le cadre de bagarre. Damien. Non mais ils allaient perdre leur licence de Krav Maga ou de karaté, c'est ça? Voilà, où ils allaient perdre leur abonnement à la salle à Fitness Park ou je sais pas quoi. Voilà. Donc, les gars, vous devez être beau et respectable parce que vous êtes efficace et pas l'inverse. Voilà. C'est pas être beau qui va vous rendre respectable. La virilité, elle est là. Voilà. Et justement, on a à travers les sources historiques et même jusqu'au XIIIe siècle, quand on nous parle de l'escrime, le fait d'être un pratiquant d'escrime, justement, c'est une pratique qui entretient le souffle, qui fait le dos droit et de belles épaules. Donc, quand on fait de l'escrime, on est beau aussi.
On devient beau parce qu'on a un corps qui est préparé au combat. Et donc, pour le corps d'un homme, mais même d'une femme, on a un corps qui est fait pour le combat. Et c'est une pratique qui le valorise. Posture, même Voilà. les gants, On ne ça singe pas le guerrier, quoi. Si vous faites de la muscu en vous disant j'aurai un corps de guerrier et du coup je serai désirable ou je serai respectable, non. Soyez un guerrier et parce que vous en êtes un et que vous vous poussez à fond, là, on en verra les résultats. Sinon, ce n'est qu'un costume. Voilà. Si votre mental ne suit pas et si vos capacités physiques ne suivent pas, ce n'est qu'un costume. Et coquille vide, une coquille vide. Coquille vide. Donc, J'aimerais faire un parallèle, c'est intéressant par rapport à ce qu'a dit Gaël. Vas-y. Pardon, Damien, je te laisse finir, je t'en prie. Voilà, bien sûr, les exercices de musculation, on en propose aussi sur le Patreon, c'est vachement important, c'est complémentaire, mais ça ne peut pas être l'essentiel. Et aujourd'hui, on voit que c'est l'alpha et l'oméga à droite de la réussite et de la virilisation, alors que ce n'est pas ça. Hein. Je rappelle. Pardon, du coup, je suis obligé de rebondir sur l'entraînement du chevalier. Ah oui, l'entraînement du chevalier, oui. Parce que, des sources qu'on en a, et pardon, Diego aussi après, mais je vais essayer de faire vite. Non, je t'en prie, vas-y, Gaël. Je t'en prie. Moi c'était des gars qui, on attendait d'eux, par exemple, dans les quelques sources qu'on a, un chevalier, il fallait qu'il soit capable de sauter de son cheval en armure et d'atterrir sur ses pieds. Il fallait qu'il soit capable de monter une échelle pour un siège en armure. Donc potentiellement une grosse préparation physique. Et les mecs, la prépa physique à l'époque, c'était on portait des cailloux, on portait des troncs d'arbres, on s'entraînait sur le palus pendant des heures. A priori, c'était 2 entraînements par jour. C'est inspiré de l'entraînement du centurion romain. Enfin, c'est les sources qu'on a, hein. Il y a peut-être d'autres choses qui existent, etc. Mais voilà. Mais en fait, le projet de tout cet entraînement, c'était le combat. C'était pas j'ai un beau miroir, j'ai un beau rétroviseur. Voilà. Le projet, c'est le fight, quoi. Et ça a du sens. Là, ça a du sens. Là, il n'y a pas de problème de passer des heures à soulever un rocher. Mais si c'est pour se regarder dans un miroir, en fait, faire la même chose, et sans aucun sexisme, mais que les femmes, finalement, mais elles, c'est une forme de logique, l'homme, il est fait pour autre chose que se mirer dans un miroir. Sont éphémères, la gloire est éternelle, les amis. L'armure, à l'époque, c'est combien c'est quoi? C'est 80 kilos? Non, c'est 30 kilos, une armure, à peu près. Okay. Une complète, une armure de plate, ouais. Ok. C'est déjà pas mal, hein, 30 kilos. Ouais, c'est pas mal. Surtout parce que sur toutes les parties du corps, au niveau de la mobilité, c'est compliqué. J'ai vu le CEPA sorcier. J'ai vu le CEPA sorcier sur les châteaux forts et il disait que ça allait jusqu'à 80 kilos. Mais j'avais un doute quand même, je croyais que 80 kilos ça faisait beaucoup. Alors là, en fait, 80 expliquer. 80 kilos, on a eu quelques pièces d'armure comme ça, mais c'était des armures de joute très tardives. Limite Renaissance en fait, qui étaient des trucs, c'était fait justement pour qu'il n'y ait surtout pas de blessés, et c'est les dernières qu'on voit quoi. Mais une armure c'est entre 25-30 kilos, quand c'est fait par, elle est portée par son propriétaire initial, elle est ultra ajustée, c'est vraiment quelque chose de très près du corps, et donc justement en termes de mobilité, ça peut être assez exceptionnel. Hein, la légende on se relève pas quand on tombe, c'est faux. Hein. Moi je vous fais des pompes, des jumping jacks, vous voyez ce que je veux dire, et encore heureux qu'en situation de combat on est capable de se relever vite. Et donc voilà, c'est une armure bien faite, c'est un bonheur. C'est limite plus agréable à porter qu'un Kevlar et qu'un gros sac à dos quand on est dans l'armée. Rapidement, l'équipement militaire en fait a toujours été d'un certain poids, c'est-à-dire un poids qui peut être supporté, que ce soit au Moyen-Âge comme aujourd'hui, 30 kg c'est à peu près l'équipement d'un militaire normal. Il faut bien distinguer les armures de sport, qui en fait elles sont très lourdes comme on a aujourd'hui au Béour, ce ne sont pas du tout des armures de guerre, qui en fait, les armures de guerre, on l'a essayé de plus mobile et en même temps de nous protéger, que juste de nous protéger à tout prix, parce que les armures de sport c'est avant tout la sécurité. Voilà. Oui. Et le sur-mesure en fait. Le sur-mesure. Et inerte. En fait, je voulais rebondir moi tout à l'heure, c'était sur le fait dont tu parlais de l'escrime, donc le maniement de l'épée. Et un des plus grands combattants qui était un grand philosophe aussi, qui a révolutionné un peu le combat à main nue et avec quelques armes, c'est Bruce Lee, que vous devez tous connaître. Hein. En fait, Bruce Lee avait une posture où il se mettait vraiment pour arriver très vite sur son adversaire. Il avait une posture d'escrimeur.
Et il y a aussi une phrase philosophique de Bruce Lee qui est très intéressante. Alors, je ne sais pas si vous la connaissez, vous avez probablement dû l'entendre, mais c'est il vaut mieux être un guerrier dans un jardin qu'un jardinier dans une guerre. Et on revient sur l'aspect mental. Là. Ouais. Ah, je la Je ne connaissais sais pas si vous la connaissiez ou pas, ça Non, là, les je la gars. connaissais pas. Non. Alors, et en plus, c'est créant de vérité, quoi. Donc, il vaut mieux être un guerrier dans un jardin. Le mec sait pas quoi faire, mais tu sais quand même, si t'es un guerrier, tu sais utiliser les armes. Beaucoup d'armes dans beaucoup d'arts martiaux médiévaux, enfin, pardon, mais pas médiévaux, mais orientaux, tout ça. Donc, c'est prendre un outil agraire qu'on avait pour travailler la terre, qu'on va utiliser, détourner, car étant paysan et très peu de moyens pour aller combattre et pouvoir combattre, que un jardinier dans une guerre, parce que le jardinier, il va être comme un con. Pourquoi? C'est au niveau du mindset, c'est au niveau du mental. C'est ça qui est hyper important. Et donc, par rapport à ce que tu disais, Gaël, tout à l'heure, je voulais rebondir là-dessus. Et savoir que c'est quelqu'un qui a été très fort dans la recherche du dépassement de soi, Bruce Lee, et le côté martial. Donc, il avait créé une méthode qui était le Jeet Kune Do. Il s'inspirait beaucoup de boxe française, d'escrime, de boxe, de Wing Chun, une spécialité de combat très proche corps à corps, qui en plus avait la particularité d'être... il avait appris ça avec Ip Man, le maître Ip Man, qui lui était avec la femme qui a créé, c'était une femme, et en fait c'est quelqu'un qui est beaucoup plus léger. On va toujours partir du principe d'être beaucoup plus léger, plus faible que l'adversaire, pour pouvoir mettre des techniques, proposer des techniques, pour pouvoir prendre après l'ascendant par des armements, des décalages, 45 degrés, enfin voilà, c'est le genre et beaucoup dans l'attaque, et très mobile. Et oui, parce que les arts martiaux, c'est ce que je dis souvent parce qu'il y a aussi tout un panel où en fait on propose aussi quelque chose pour les enfants. Donc en fait on transmet aussi les valeurs un peu chevaleresques aux enfants, on les prépare à la violence par des jeux guerriers, par un aguerrissement. Dans les valeurs qu'on leur transmet, il y a le fait de ne pas oublier que les arts martiaux, c'est vous rendre plus fort que ce que vous êtes, parce que vous serez amené à combattre des gens plus forts que vous. Pourquoi? Parce que et là on entre dans les valeurs chevaleresques, on pourra peut-être en parler. Et notamment par rapport aussi au paraître, par rapport à l'incarnation. Mais vous allez être amené à combattre plus fort que vous parce que vous êtes amené à défendre en fait les faibles. En fait, le scénario ultime du chevalier, ce n'est pas tant de se défendre soi-même, parce qu'il a un pouvoir de violence, mais c'est de défendre les autres. En fait, il est le garant de la sécurité de la société. C'est le rôle du Bellator, normalement. C'est le rôle du Bellator. C'est le rôle du Bellator, historiquement. Et même Est-ce que tu peux rappeler les trois rôles, s'il te plaît, Damien? Alors, les trois rôles, la tripartition qui est définie par Albéron de Langue, qui est un moine, et qui a été théorisée par. qui est plus ancienne, mais c'est la tripartition Bellator, donc le combattant, l'oratores, celui qui prie. Celui qui parle, l'orateur, et le laboratoresse, celui qui travaille. Et cette vision de tripartition de la société humaine est à la fois une vision philosophique, mais pas que. Pour eux, c'est déjà une vision naturelle. Pour eux, c'est l'organisation naturelle de toutes les sociétés humaines. Même dans un état d'anarchie, c'est la première chose que l'on voit apparaître. C'est le combattant, celui qui va garantir le lien social, que ce soit par le sacré ou par la parole, et celui qui va travailler, en fait, celui qui va travailler la terre, qui va, par son travail, permettre à la société de fructifier. Donc celui qui la protège et celui qui la lie. Ces trois rôles, on les retrouve aussi dans tous les animaux sociaux. Pour ceux qui trouvent ça un petit peu trop abstrait, dans tous les animaux sociaux, y compris même les animaux sociaux de type insectes ou choses comme ça. Donc c'est pas du tout une vision archaïque, romancée ou quoi que ce soit. Même des modernes comme comment il s'appelle, Charles Gave le comprend très bien et il voit même la réapparition de ces trois castes aujourd'hui, enfin moi je la vois très bien aussi, comme il l'a défini, Bellatores, Oratores, Laboratores. Néanmoins, le fait qu'elle ne soit pas assumée fait qu'on a du mal à trouver notre rôle dans la société. Pourquoi je vous parlais de ça? Je ne sais plus pourquoi, Diego, tu me parlais. Oui, vous vous rappelez les trois rôles. Historiquement, donc vous n'êtes pas amené à vous défendre vous, même si c'est déjà bien d'être capable de se défendre soi, mais vous êtes même pas, je dirais, votre famille c'est encore mieux, mais vraiment les vôtres et votre société, en fait. Le premier, on parle de loi, on parle de légitime défense, etc., de condamnation vis-à-vis de la loi, on en rediscutera peut-être tout à l'heure, mais il faut savoir, c'est qu'à une époque, la loi n'était pas aussi présente, et la loi n'est que le reflet des mœurs, et que les mœurs, c'est que quand un faible se fait attaquer,
il y a un fort qui vient le défendre. Donc c'est pour ça qu'il faut... Ça, c'est ce qui se passe, quand la justice n'est pas présente de partout. Et si aujourd'hui on se fait bouffer, c'est parce que vous devez attendre 30 minutes avant que la violence légitime de l'État puisse débarquer. Mais si il y aurait déjà des gens comme il y en avait il y a moins de 100 ans dans ce pays, capables de se défendre et de défendre les autres, on n'aurait pas ce résultat-là. Voilà. Et il n'y aurait pas des bébés qui sont poignardés ainsi. La problématique, on y reviendra là-dessus après, vraiment là-dessus, lors de la prochaine partie de l'émission. Mais ce qui est très intéressant, c'est ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que il y a le fait que les forces de l'ordre puissent intervenir quand elles ont suffisamment de patrouilles pour venir, elles ont suffisamment de temps pour venir et agir, mais en attendant, une agression, ça va très très vite. Une agression, même une bagarre, ça peut être 5, 10, 20 secondes qui vont paraître très très longues. Et surtout, je veux dire, il y a aussi ce rapport avec je vais me défendre, mais il faut que j'arrive à me défendre sans être dans la surenchère, c'est-à-dire ne pas trop... Tu dois encore garder ton sang-froid suffisamment pour ne pas donner le coup de trop. Parce qu'après, toi, tu vas devoir justifier le fait de... Pourquoi vous l'avez tapé? Pourquoi vous avez fait ça? Bah écoutez, je me suis fait agresser. Donc ce qu'il faut dire quand on se fait agresser, c'est un mantra qu'il faut avoir, c'est un truc qu'il faut vraiment garder, c'est j'ai eu peur pour ma vie, j'ai eu peur pour la personne, la petite mamie, j'ai eu peur pour la jeune fille qui est à côté, j'ai eu peur pour ma vie, et donc il faut pas dire je lui ai fait un coup dans les valseuses, après je lui ai pris le bras, je lui ai fait une clé de bras, un bec de canne, je l'ai amené au sol contrôlé, cervical avec le genou sur la... Non, ça c'est pas bon. Parce que les juges ne connaissent rien aux situations de combat et à la violence. Hein. Donc, tout à fait. Voilà. Et surtout, vous devez vous mettre en sécurité parce que, écoutez, quand c'est quelqu'un qui n'est pas solvable, le jeunistan, les jeunes, on les connaît tous, hein, tous ces gens que chérit la gauche, Jean-Luc Mélenchon et tous ces braves gens. Eux, ils ne sont pas solvables, eux, ils ont le pouvoir de nuisance, et l'État a un peu peur d'eux. Tandis que nous, non, nous on est solvables, nous on est des gens polis, on est des gens respectueux, on n'attaque pas les gens, mais même quand on va réussir à se défendre, on va être emmerdé. Parce qu'il faut savoir que la légitime défense, il y a toujours des caméras un peu partout. Donc les caméras, maintenant, on nous dit que c'est pour notre bien, c'est plus pour nous priver de nos libertés, hein, moi c'est mon avis. Mais ce que je veux dire, c'est que même s'il n'y a pas une caméra, parce que vous êtes dans une rue principale dans une ville, un centre-ville, vous avez toujours quelqu'un qui va filmer. Ça peut être quelqu'un qui fume sa clope au balcon qui va filmer. Ça peut être les gens qui vont venir filmer. Maintenant, on voit les policiers qui veulent intervenir et les gens sont en train de les filmer, d'accord? Eux-mêmes, d'ailleurs, pour se protéger, maintenant, dès qu'il y a une altercation dans les forces de l'ordre, ils ont une caméra qui porte au niveau du buste. Mais il faut savoir que le juge, et là on revient un peu sur la légitime défense, ce que je voulais aborder, c'est que n'oubliez pas que le juge, c'est quelqu'un qui la violence n'a pas forcément connue, c'est quelqu'un qui vient souvent de beaux quartiers. La violence, il l'a connue dans un sens où il se faisait embêter parce que c'était le premier de la classe, il se faisait chahuter, et pour lui, se manger des baffes, c'était pas très agréable. Et un jour, il dit, mais moi je me vengerai, quand plus tard je serai grand, je serai comme papa, je serai juge, et les mecs comme toi, je les foutrai en prison. Donc en fait, la violence c'est quelque chose de fondamentalement mauvais à éradiquer. Hein. Ah. Ouais, ils vont disséquer tout ce que vous faites, tout ce que vous avez fait, et le moindre truc vous sera retourné contre vous. Je vous laisse parler. Après, j'ai un exemple à vous donner, un exemple parlant. La folie est là. Il faut savoir que de toute façon, il y a des règles. Il y a des règles. La justice, donc il y a des peines. Hein, ça c'est des amendes avec des peines, mais il faut savoir qu'au final, vous avez un juge, et tout se fera à la diligence du juge. Vous savez qu'en France, les gens sont quand même assez marqués, le syndicat de la magistrature, à gauche. Ouais. La problématique, elle est là, c'est que pour eux, le simple fait de te défendre, toi, blanc, autochtone, le simple fait de te défendre, c'est problématique pour eux. C'est-à-dire que toi, tu vas ramasser. T'es solvable et tout, c'est parfait. Et tu coches toutes les cases. Tu te retrouves en slibard. Et tu vas te retrouver emmerdé comme tu as pu être emmerdé pour avoir justement et de manière héroïque mis une bonne tarte dans la gueule du président. Je pars dans les tours, excusez-moi, je vais peut-être pas l'insulter, mais bon. On pense tous la même chose de cet odieux personnage. Tout à fait. La problématique, elle est là. Dans la finalité, il faut, nous, encore plus faire attention à ce qu'on fait. Surtout si vous êtes militaire. Il y avait un militaire, un ancien parachutiste, un parachutiste, qui s'était fait agresser par 4 ou 5 petits enculés avec un couteau. Donc il y avait je crois qu'il n'y en avait qu'un seul qui avait un couteau. Il y a une caméra de rue qui est en train de filmer, il est avec sa femme et sa fille. Il les met gentiment derrière, il leur fait un gros sourire, il les explose.
Donc il les explose, le mec il se met, il y en a un, il lui pète le bras. Et vous savez qu'il lui a quand même été reproché d'avoir eu à un moment donné un petit rectus, un petit sourire. Vous voyez? Et il a ramassé derrière, il s'est fait défoncer derrière. Il a ramassé, il a dû payer pour ces petits enfoirés. Gabriel traite énormément d'informations où on voit la femme qui se fait agresser, violer, qui met un coup de couteau, qui se trouve en prison. Ça, c'est des choses qu'on voit tous les jours maintenant en France. On marche carrément sur la tête. Et il faut se préserver pour nous, pour notre famille. C'est pour ça qu'on est dans l'analyse, la suranalyse. C'est très important. Parce que la loi, à nous, elle ne nous fera pas de cadeau. Ouais, et oui, enfin, comment dire, continue à faire des liens avec le passé aussi. C'est par rapport à ces lois sur la légitime défense. Et tu parlais de tous ces avocats, ces juges au syndicat de la magistrature. Les lois sur la légitime défense, depuis 300 ans, à minima, elles n'ont pas tant changé que ça. D'un point de vue purement texte, on est sur des principes qu'on va retrouver depuis longtemps. Alors aujourd'hui, le côté réciprocité, immédiateté, bon, était sans doute pas autant poussé, mais il n'y a pas une mutation considérable sur les 300 dernières années. Par contre, le gars qui se retrouvait juge à l'époque, ben c'est un gars qui avait été dans les mêmes écoles que les gars qui allaient aller sur les champs de bataille après. Et donc, en fait, un étudiant de l'époque, très souvent, c'était des gens qui chahutaient, qui étaient qui avaient de l'énergie. Et on a plein de traces d'étudiants qui se font des bagarres avec les gardes de la ville, qui a des bagarres de taverne, où ça règle des comptes, justement, à l'aide d'épées. Alors pas forcément pour s'entretuer, mais pour se toucher, pour s'érafler. Donc des gens qui étaient aussi habitués à la violence. Et quand ils devaient juger un cas d'agression, un cas de meurtre, un cas de défense, ils avaient eux-mêmes vécu la chose, littéralement. Ils s'étaient retrouvés face à un gars qui leur voulait du mal, quoi. Aujourd'hui, Cédric, le gauchiste, quand il juge quelqu'un, potentiellement, les situations de violence, il les a jamais vues, il a assimilé violence égale extrême droite. Donc automatiquement, il va vous juger différemment. C'est des mantras qu'on lui rabat les oreilles avec ça en permanence. Donc souvent Sophie, Cédric. Ouais, Sophie plutôt, et Magali. Magali ouais, ou peut-être même maintenant plutôt Myriam et c'est pas une blague ça. Et Hicham. Et pareil, je suis désolé, j'enchaîne, mais je me permets une référence, une réflexion que je l'ai fait il y a pas longtemps. Je parlais de la méthode de Damien à d'autres pratiquants des AMHE, parce qu'il c'est un petit peu comme l'islam, on n'a pas de clergé, donc il y a plusieurs façons de pratiquer. Et donc il y a des gens qui pratiquent. Comment ? Vous vous tournez vers quel point cardinaux, vous, du coup? Nous, c'est toujours on s'agenouille devant notre Seigneur. Après, il peut être du côté qu'il veut. Ah, magnifique. Mais en tout cas, ouais, et voilà, il y a des gens qui vont faire ça en mode gauchiste, quelque part. Tant pis, hein, à un moment donné, on se compromet ou pas. Mais ils vont faire ça vraiment en mode... On les embrasse. On les embrasse. On les embrasse. Et à un moment donné, je leur parlais de la méthode de chez Damien, qui jouit d'ailleurs d'une réputation aussi dans ce genre de milieu. Sulfureuse d'ailleurs, ouais, me soutenir face à une réputation sulfureuse que je me tape dans tous les milieux. Hein, il est radioactif, ouais, il est radioactif. et donc, en fait, je disais, chez Damien, c'est plus violent. Et moi, quand je le dis, en fait, c'était pour décrire ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire l'engagement, cette sensation qu'on a dans le combat et tout. Mais j'avais pas d'approche péjorative. Un peu plus. C'est les paramètres que vous voulez, le curseur un peu plus fort de ce côté-là, quoi. C'est ça. Et eux, comment ils ont reçu cette information-là ? C'était avec une forme de révolte et de dégoût, quoi. C'est plus violent, non, mais c'est pas bien, mais c'est. Attends, on parle de gars qui sont pourtant dans une pratique à l'épée, quoi. Et tu leur dis c'est plus violent, ils sont horrifiés. Donc, c'est-à-dire que. En même temps, ils sont de gauche, donc faut savoir que c'est une maladie mentale, ils ont le cerveau qui atrophie. Ouais. On leur pardonne, on prie pour eux, mais on espère qu'un jour ils évoluent un petit peu, quoi. Ouais. Après, si je pourrais plus soyer ce que tu dis, c'est que du coup, quand il arrive, parce que vous savez, les pratiquants d'arts martiaux, ça arrive qui se croisent, même s'ils n'ont pas les mêmes. Voilà, c'est comme au karaté, le Shotokan, etc. Il y a différents courants. Quand nous, on arrive à croiser le faire avec ces gens-là, très souvent, ce qui se passe,
c'est que, je parle pas de violence réelle, hein, mais par la violence des actions, il y a une tétanie. Ouais. Il y a une tétanie, quoi. C'est-à-dire, je peux Ouais, te dire que le problème, c'est que. la plupart des le combattants problème, tombent, en fait, pourquoi la première fois. Pourquoi ils s'entraînent en fait si Bah, derrière pour le c'est sport. pour le geste, pour le voilà, c'est pour la beauté, Pour quoi, le folklore. beau geste, le Putain, sport, à un faire une moment donné, activité derrière, la physique. finalité, c'est, faut y aller, Mais quoi. chacun cherche ce qu'il veut et trouve midi à sa porte. Voilà, moi ce que je propose et ce Oui, que je oui, trouve c'est qui manque dans notre société, c'est ce rapport à la violence. Bon, je sais pas si on va pouvoir parler de philosophie, mais aussi par rapport à la mort, parce que c'est dans l'art martial, il y a quand même aussi cette Oui, bien sûr, considération-là. Et donc de transcendance, hein, puisque dès qu'on parle, on pense à la mort, on pense à la transcendance, voilà, au sacrifice. Le sacrifice, c'est rendre sa vie sacrée, hein, rendre sa mort sacrée. Bref, en tout cas, ce genre de choses. Et donc, voilà, chacun trouve midi à sa porte, chacun a la pratique qu'il souhaite. Moi, je trouve qu'on manque d'intégrité et de. Je pense pas qu'on a besoin d'un énième sport comme le tennis, où tout simplement on aura remplacé les raquettes par des épées. Voilà, moi, je pense qu'on a besoin de quelque chose qui nous pousse vers le haut physiquement, philosophiquement et mentalement, pour nous permettre, dans notre société actuelle, de répondre aux problématiques qui commencent à arriver doucement, voire même qui sont déjà là. Voilà. Je pense que je suis assez clair. Et qui nous ramène, qui nous réancre à aussi notre culture. C'est-à-dire que on parlait du symbole de l'épée. Oui, l'épée, ça évoque très clairement la croix. Et à un moment donné, la croix, c'est aussi la croisade. Hein. Le chevalier, l'image du chevalier, l'idéal chevaleresque qu'on a, le code de la chevalerie qui nous a été transmis, c'est essentiellement le moment des croisades où le guerrier à cheval, donc le chevalier, se met intégralement au service de l'Église pour les reconquérir quelque part, voilà, la terre sacrée. Et là, on a l'union finalement de ce qui a fait notre civilisation. C'est-à-dire le meilleur du guerrier, la religion, qui pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté, mais quelque part, qui est la religion de la vérité. Et tout ça, c'est uni pour offrir ce qu'elle avait de meilleur, quoi. Et voilà, ce côté très très lié, en fait, cette pratique, elle est ancrée dans la culture aussi qu'on a en Europe. Forcément, elle convient. Pour moi, c'est ce qui nous convient le mieux. On l'a dans les racines, on l'a vraiment dans nos gènes. On le voit quand on fait. Oui. Moi, je suis toujours, malgré le nombre de répétitions, quand je mets une épée en mousse et un bouclier en mousse à un gamin de 4 ans, je suis sidéré toujours de voir l'instinct qu'il a, le gosse, mais garçon ou fille, avec ça, quoi. Ça se tape dessus, ça a bien compris le concept de servir de ces deux armes pour se battre, se protéger. Ils sont capables de respecter des consignes. On voit, nous, on a la chance de voir. Ils sont impliqués dans le truc. Ils sont de suite investis par le. Enfin, c'est bon. Moi, j'étais venu une fois sur Valence avec mon petit et quand il rechigne à faire un peu de boxe avec moi ou manier les bâtons, tout ça. Mais là, super, c'est un truc de chevalier, quoi. Et ce qui est extraordinaire aussi, moi, ce que j'ai adoré, c'est avant l'entraînement, c'est vous vous mettez à genoux, on pose l'épée, on prend l'épée, c'est extraordinaire. Moi, en tant que pratiquant d'arts martiaux, instructeur, en tant que passionné des arts martiaux avec les armes, et ce côté catholique tradit, tout ça, j'ai trouvé ça magnifique. Je me suis, dans ma tête, c'était incroyable. J'ai vécu quelque chose d'incroyable, quelque chose qui m'a animé, qui m'a plu énormément. Et les enfants, c'est extraordinaire. Moi, j'ai une vidéo de mon petit avec 2 autres gamins et c'est super, quoi. Donc, faut pas hésiter. Pour les petits, les grands, faut vraiment adhérer au Patreon, faut venir s'entraîner avec vous. Il y a une aventure humaine incroyable. Vous êtes des mecs super sympas. L'équipe, les gars moi que j'ai rencontrés étaient super sympas. C'est vraiment à tous les. Moi, je vous dis franchement, personnellement, foncez à tous les niveaux, c'est le top. J'aimerais bien préciser, voilà, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube, il y a les vidéos qui montrent à quoi ça ressemble, il y a même des extraits de jeunes, donc vous allez pouvoir voir un peu le niveau d'intensité qu'on peut obtenir, même avec des jeunes, je crois ceux qui ont sur la vidéo, ils ont entre 8 et 10 ans. Hein. Donc ça pourra vous donner une idée. J'aimerais revenir sur le concept de symbolique, sur le réenracinement, comme disait Gaël. En partant vraiment du basique, en disant anthropologiquement. Anthropologiquement, il ne faut pas oublier que l'humain est une créature violente. La violence
est ancrée en nous. Voilà, c'est même biologiquement, on pourrait même le dire. Dans notre code violence- génétique, tout à fait, oui, bien sûr. la violence fait partie de notre être. À partir de là, il y a deux possibilités. Soit on vire vers le primate, et le primate, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu comment ça se comporte en termes de violence, hein, de la vie on parle souvent. On en a quelques-uns qui, quelques années. Voilà, c'est vraiment c'est ce qu'il y a de pire dans le règne animal, c'est les seules créatures, je crois, qui se génocident entre clans au sein d'une même espèce. Donc là, on retrouve certains comportements qu'on trouve chez l'humain. Mais il y a des périodes de l'histoire où cette violence a réussi à être canalisée, à être rendue positive et même moteur d'une société saine et pacifiée. C'est ce qu'on appelle les violences ritualisées. Les violences rituelles. Et on cherche nous-mêmes, parce qu'on veut la violence, on a besoin de la violence pour notre santé, hein, notre santé psychique. Hein. À la base, comme tu dis, on est poursuivi par des prédateurs et on doit combattre des prédateurs et on doit lutter pour notre survie. Aujourd'hui, le monde moderne fait qu'on n'a pas besoin de lutter pour notre survie, mais on a toujours ce désir en nous de lutter, pour se sentir vivant. Donc, on va lutter contre quoi ? Eh ben, on crée des rituels. Donc, les rituels, ça peut être des sports de combat, le MMA, etc. Et j'aimerais lier avec un petit événement qui a eu récent. Il y a eu la mort là du fameux JP ou je sais pas quoi là, le streamer. Jean Voilà. Portmanov. Voilà, ce pauvre homme. Là, on est face à justement une ritualisation de la violence, c'est-à-dire que pour eux, la violence avait un cadre. Damien, on va y revenir un peu plus tout à l'heure, donc sur la deuxième partie, là, quand- Pardon, je vais un peu vite en besogne. Non, je t'en prie, c'était plus, tu vois, pour que vraiment on va dérouler vachement de choses par rapport à ça. Donc Ah c'est ouais. pour. Bon, on y reviendra dessus, mais juste juste sur cet aspect de la ritualisation. En plus, ça leur fait une petite mise en bouche, hein, on en parlera tout à l'heure. Mais que du coup, voilà, s'il n'y a pas de rituel, le rituel est remplacé par autre chose. Parfois anarchique, parfois malsain, parfois exogène. Il y avait notamment des autochtones hein, dans l'équipe. Hein. Moi, je peux vous garantir que ça arrivera toujours. Oui, mais bon. Si vous ne mettez pas dans votre vie des rituels de violence, et c'est ce que nous on propose une ritualisation de la violence, et en même temps une formation à la violence, si vous ne mettez pas ça dans vos vies, elle va arriver. Elle va arriver. Voilà, il y a les problèmes qui viennent de l'extérieur, et aussi des problèmes intérieurs. Hein. Notamment chez les jeunes, à l'adolescence, les crises de colère, etc. Donc, pensez-y, même pour vous. N'ayez pas le discours je ne suis pas une personne violente, moi de toute façon la violence c'est pas mon truc. Si c'est en vous, vous avez des pulsions, voilà, des pulsions de mort, des choses comme ça. Et la question c'est est-ce que j'en fais un sport de combat pour apprendre à me défendre et à gérer les situations de stress en partageant un moment de camaraderie, ou est-ce que un jour ça va ressurgir d'une manière ou d'une autre, d'une manière où je m'y attends pas ou d'une manière où je suis pas prête. Voilà, que ça soit personnel ou extérieur. Ouais, c'est ce que je voulais dire sur cet aspect-là. Et là en plus ce qu'on propose c'est un truc enraciné, c'est-à-dire un rituel qui est en association avec 2000 ans d'histoire. C'est pas rien quand même. 2000 ans d'histoire occidentale. Je pourrais presque conclure, c'est que justement nos ancêtres ils l'avaient bien compris. Et oui. Pour moi, parmi le summum de ce qu'on pouvait trouver à l'âge d'or de la France, qui pour moi, c'est vrai que ça reste un avis personnel, il y a d'autres vont parler de Napoléon ou d'autres moments. Pour moi, l'âge d'or de la France, c'est le XIIIe siècle. C'est l'âge d'or du catholicisme et l'âge d'or de la chevalerie. Et le duel chevaleresque à cette époque-là, c'est quand vous avez l'élite de la société, alors qu'à cette époque-là, c'est pas que de la noblesse de sang. Hein. On a des traces de boulangers chevaliers, voilà, différentes catégories sociales qui se retrouvent chevaliers. Et donc, quand on est sur un cadre de duel chevaleresque, ils doivent s'affronter et montrer tout leur savoir-faire à travers plusieurs disciplines. Un duel chevaleresque commençait par la joute à cheval. Donc, bon, moi j'ai fait un peu d'équitation, mais je suis quand même loin de faire de la lance à cheval. Ensuite, une fois qu'on était désarçonné, qu'on descendait de cheval, on devait montrer tout son savoir-faire, tout son talent à l'escrime, à l'époque épée-bouclier, masse-bouclier, moi surtout épée-bouclier. Et éventuellement, sur la fin d'un combat, on devait montrer son talent, son savoir-faire sur de la lutte, sur quelque chose de plus au corps à corps, histoire de terminer un combat.
Et c'était codifié. Et les gens attendaient de vous que vous soyez en capacité de démontrer vos talents sur ces différentes disciplines. On avait toute la façon d'exprimer la violence à l'époque, elle avait été codifiée, on l'a montré, et c'était un des moments, pas le seul, mais un des moments du summum de la civilisation à cette époque-là. Et on en a hérité aujourd'hui. On est nombreux à avoir une fascination pour le duel du chevalier. On ne sait pas tous vraiment pourquoi, on n'est pas tous dans le détail, etc. Mais on est fasciné, on est nombreux à être fascinés. Ben, c'est parce que ça a une empreinte. Qui demain va être fasciné par la tragédie qui arrive, enfin les tragédies qui arrivent au quotidien? Il n'y aura personne. Cette culture-là ne laissera absolument aucune trace, à part un vieux goût de rance et de vomi dans la bouche. Mais c'est les seules traces que ça laissera. Oui, ça fera un petit paragraphe dans les livres d'histoire. Voilà, ça fera 2 lignes. C'était violent en 2025, mais voilà. basta, quoi. Alors, on se retrouve dans une prochaine émission. Voilà, on va pas... Si vous voulez la suite, vous attendez le lendemain, vous l'aurez. Je rappelle que dimanche, il y a le tournoi de combat à l'épée à Château-Roche-Foucault, à Châteaubourg, dans le 07... Châteaubourg, Rochefaucon. Châteaubourg, Rochefoucauld. Mais pourquoi il y a marqué Rochefaucon. Château Rochefoucauld? Faucon. En fait, c'est le château de Rochefaucon dans la ville de Châteaubourg. C'est un peu compliqué. Ah ouais, la prochaine fois. C'est Châteaubourg en Ardèche, voilà. Au château de Rochefaucon. Voilà. À 10h. Entrée libre, buvette. Voilà, il n'y a aucune excuse. Allez voir ça en direct. Et bien sûr, le Patreon de Damien, si vous voulez avoir donc son contenu en exclusivité, des vidéos d'entraînement, de la technique, etc., des tutos, comment créer son club, comment voilà toutes les structures, etc. Vous avez tout. Vous pouvez vous abonner là-bas. L'abonnement le plus bas, c'est combien? C'est 5 €. Voilà, 5 €. 5 €, voilà, c'est tout. On laisse tomber son abonnement à Mime et OnlyFans et on met 5 € chez Damien, ou plus, bien évidemment, pour le soutenir sur le projet et pour devenir un chevalier moderne, ou en tout cas devenir ne serait-ce qu'un homme. Voilà, devenir un homme. Aujourd'hui, c'est tout un projet, vu qu'il y a l'homme et la femme sont censés disparaître pour ne plus rien devenir. Aujourd'hui, voilà, on vous propose de devenir quelqu'un. Et ça, c'est incroyable. Alors, en tout cas, merci les gars. On se retrouve pour la deuxième partie. Et que Dieu nous garde, tout simplement. Voilà. Que Dieu nous garde.